Tu sais, je dis souvent à toute mon équipe, il n'y a personne qui est essentiel dans l'organisation. On est tous très importants, mais personne n'est Hmm, essentiel. Et moi, hmm, comme leader fondateur de l'organisation, je travaille fort pour ne pas être essentiel. Je veux pouvoir partir pendant un mois de temps sans me soucier que hmm. l'organisation va cracher parce que je ne suis pas là. Pour moi, ça fait partie aussi de... Fait que, tu sais, à ta première question, est-ce que d'affranchir l'entreprise, ça nous libère, ça nous enlève un fardeau, ça Mmh, nous mmh, enlève du travail? Alors, mmh. j'aurais envie de te dire, dans l'idéal, sur papier, oui, parce que les gens prennent leurs responsabilités, parce qu'il n'y a plus de patron, mais tout le monde est patron. En fait, l'entreprise affranchie, c'est pas qu'il n'y a pas de patron, c'est que tout le monde a le pouvoir de prendre des décisions. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast Champion de ma vie. Donc pour celles et ceux qui le savent bien depuis le début, vous pouvez nous voir sur YouTube. Alors je dis nous parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, et une fois n'est pas coutume, je ne suis pas seul. Et alors là, c'est avec une certaine émotion aujourd'hui, pas caché, que j'accueille quelqu'un que je connais depuis un peu, on va dire vraiment depuis un an. Et quand on a commencé à discuter tous les deux, ben en fait, heureusement qu'on a fait un stop parce que je sais pas où on allait s'arrêter. Il y a beaucoup de choses qui m'animent dans son expérience au niveau sportif, mais aussi beaucoup entrepreneurial. On va traverser l'Atlantique, on va aller de l'autre côté, sur le côté. Alors, à votre avis, si je parle de l'Est, vous allez plutôt aux États-Unis, plutôt au Canada. Si je vous dis Blaise Dubois, vous dites quoi? Vous dites le Canada, évidemment. Salut Blaise, bienvenue dans le podcast. Comment tu vas? Très bien, salut Cyril. Très content d'être là. Ouais, c'est toujours une bouffée d'oxygène d'être avec toi, Blaise, parce que tu es hyper inspirant sur ta façon d'appréhender tes projets, que ce soit dans le sport, dans la façon de vivre l'entrepreneuriat, et puis de vivre tout court, je crois. Donc écoute, aujourd'hui, si tu veux décrire à mon audience, parce qu'en fait, moi je suis un amoureux de la course à pied, donc dans le monde de la course à pied, qui dit Blaise, dit la clinique du coureur, dit courir autrement, dire courir plus longtemps, courir mieux. Mais si on parlait plus d'entrepreneuriat et si on parlait aux Français qui ne te connaissent pas, si on devait faire aujourd'hui une photo de Blaise, qu'est-ce que tu dirais voilà, pour te présenter à nos auditeurs? Alors, Blaise, je suis physiothérapeute de formation, gradué suisse d'origine, immigré au Québec, au Lac-Saint-Jean quand j'étais jeune, j'avais 10 ans. Au Lac-Saint-Jean, ça veut dire perdu dans le nord du Québec. J'ai fait mon cours à l'Université Laval à la faculté de médecine en physiothérapie et puis je suis devenu physiothérapeute en 98. Ensuite, moi, j'étais un coureur de 800 mètres quand j'étais plus jeune, donc quand j'étais universitaire. Donc, mes qualités physiques sont absolument pas sur le trail long, mais la passion de la course à pied m'a amené vers le trail. Et maintenant, comme je deviens vieux et que j'aime explorer les sentiers, puis passer du temps dans la montagne, en fin de compte, je fais des distances un petit peu plus longues, même si je suis plutôt très mauvais. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à courir dans la nature et de façon assez soutenue. Et puis au niveau entrepreneurial, très rapidement dans mon parcours en physio, je suis devenu copropriétaire des cliniques de physiothérapie PCN. On a 14 cabinets dans la région de Québec. Et puis, j'ai développé la clinique de coureurs enseigne dans une quinzaine de pays à travers le monde et qui a une cinquantaine d'enseignants et puis qui a une veille scientifique sur les meilleures pratiques sur la course à pied. On a écrit un livre, donc c'est un peu là que souvent on est connu en Europe, plus que mon côté entrepreneurial. Et puis, Hmm, on a une start-up qui est le coaching de coureurs. On a plein de trucs. Donc, on a hmm, créé des OBNL pour organiser des événements. On a un fonds philanthropique. On organise on est en train de faire une levée de fonds pour acheter des chaussures pour les Kenyans, des petites chaussures d'enfants qu'on a fait qui sont bonnes pour leur santé, donc, etc. Voilà.
C'est bravo déjà parce que c'est pas évident de pouvoir définir comme ça en si peu de temps une carrière et qui plus est bien remplie comme la tienne et tu as mis le mot passion en plus donc moi je l'ai surligné la passion parce que je crois que c'est le point de départ de beaucoup de choses pour beaucoup de gens finalement et quand on l'assume comme toi dans son quotidien dans son lifestyle on va dire alors bon, je pense que ce qu'on va explorer au-delà de tout ce que tu viens de nous dire avec toi c'est un mot bien de chez vous enfin en tout cas le côté États-Unis en tout cas pays anglo-saxon, c'est le lifestyle. Un mot qui devient un petit peu à la mode chez nous, c'est vrai que c'est très dans l'air du temps aujourd'hui. Je voudrais commencer par là en fait, parce le Covid est passé par là, les changements de mentalité aussi. Du coup, il y a eu une accélération sur les modes de vie en France. Alors, on n'a rien contre le travail en France, hein, soyons tous rassurés là-dessus, j'espère en tout cas. Mais c'est vrai que les jeunes, et puis finalement, il y a pas c'est jeune dans la tête, hein, c'est pas jeune d'âge. Il y a une aspiration à vivre un peu plus équilibré entre l'investissement dans son travail. Alors travail, on peut le prendre de différentes façons. Hein. On peut travailler juste pour un salaire, travailler pour une entreprise, travailler pour une œuvre. Et toi, c'est un peu le sentiment que j'ai quand je vois ton parcours. C'est tu as une œuvre et ce travail en fait est très lié à ton style de vie, ta passion, ta famille est très intégrée aussi dans ce projet-là, je crois. Donc c'est ça qui va m'intéresser aussi avec toi et ton parcours. Si aujourd'hui, tu avais une obsession particulière, est-ce que c'est celle-ci d'ailleurs, ou tu dirais quoi d'ailleurs dans ta façon de vivre aujourd'hui, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur dans tout ce que tu viens de nous exprimer? Ben, effectivement, toute la famille est fortement impliquée. Tu sais, moi, j'ai trois filles, j'ai un garçon, j'ai une petite fille, je suis déjà grand-père. Et en fait, ben, il y a une intégration de la famille dans ce que je fais, dans le travail, qui est quand même assez important. Isabelle, ma blonde, au Québec, on dit ma blonde, qui, en fin de compte, était enseignante, travaille depuis maintenant bien longtemps à la clinique du coureur. Donc, on travaille ensemble, on s'entraîne ensemble. La clinique du coureur, c'est un peu une grande famille. On a plusieurs collègues qui sont dans la région de Québec, mais même au Lac-Beauport, c'est-à-dire à la place où on a notre maison et les pignons sur rue à la clinique du coureur, où on organise aussi les cours avancés pour les francophones européens qui sont les cours 2.0. Donc, on fait venir des professionnels de la santé qui viennent au Québec se former. Et tout ça, en fin de compte, est tout un peu imbriqué. Donc, quand tu me dis c'est quoi un peu mon lifestyle, en fin de compte, c'est que tous les jours, il faut que j'ai mon 1 à 2 heures d'activité sportive et il faut que je passe du temps avec ma blonde, mais ce qui est bien, c'est que c'est intégré au travail. Et puis, avec mes collègues et de PCN et de la clinique du coureur, en fin de compte, pour faire avancer ces deux organisations, en fin de compte, faire en sorte que l'ensemble des humains qui y vivent à l'intérieur soient épanouis, heureux et que ça fonctionne. Et que tout le monde soit motivé à générer, en fin de compte, de tout ce qu'on fait avec ces deux entreprises-là, c'est-à-dire de la nouveauté, des projets, ça mobilise tout le monde est engagé par rapport à l'entreprise et c'est ça qui est particulier. Mais ma santé physique et mentale par la course à pied est clairement un élément très important dans ma vie qui, depuis le début, je pourrais dire que je travaille beaucoup, mais en fin de compte, j'ai quand même des essentiels dans ma vie qui sont toujours là et qui me tiennent, je vais dire, énergique, efficace. Si j'ai pas ma course quotidienne, je suis beaucoup moins créatif, je suis beaucoup moins intelligent, je suis beaucoup moins efficace dans mon travail. Donc, clairement, j'ai besoin de ces choses-là et c'est ça qui nourrit ma journée. Alors moi, ça m'intéresse d'entrer par ce prisme-là. On va reprendre évidemment un petit peu la genèse, revenir aux sources pour savoir un petit peu d'où est né cet engagement, cette envie de trouver cette bonne énergie dans ton sport pour toi, mais aussi dans ton entreprise, et puis dans l'entreprise avec un grand E. Hein, c'est pas juste l'entreprise au sens propre, mais l'entreprise d'une vie finalement. Pour les sportifs de haut niveau, tu vois, j'ai envie de m'adresser particulièrement à eux aujourd'hui, même si l'audience champion de ma vie, c'est beaucoup plus global que ça. Mais les sportifs aussi, c'est à la fin d'une carrière, c'est cette difficulté à s'intégrer dans des codes, dans des entreprises derrière un bureau, pour le côté très cliché, hein, c'est très stérile ce que je dis, mais ce besoin de pouvoir rester dans une sorte de projet. J'ai vécu une carrière sportive et ça mêlait, comme tu nous le dis finalement, à la fois un projet entrepreneurial, ce sport, mais aussi à côté de ça, en fait, de bouger, de croiser du monde. Et en fait, tout s'imbrique. Tout est en fait dans une sorte d'écosystème très qui intègre tout. Et ça, quand on le voit de l'extérieur,
La question qui pourrait venir, c'est mais comment tu arrives à gérer tout ça? Comment tu arrives à cloisonner? Est-ce qu'il faut cloisonner? Et ça mène à plein de questions. Alors on va y revenir après, hein, comment tu as créé ton entreprise, comment tu vis tout ça. Mais là, de façon très générale, pour comprendre aujourd'hui ce que tu nous exprimes, c'est quoi une journée type presque, j'ai envie de te demander finalement. On entend qu'il y a du sport, on entend qu'il y a l'entreprise, qu'il y a la famille. Mais comment tu arrives finalement à structurer tout ça? Euh, il y a quelque chose que tu disais, Cyril, qui m'interpelle un petit peu. Tu sais, tu parlais des Mhm. athlètes Mhm. qui, en fin de compte, en fin de carrière, par exemple, deviennent, on va dire, des travailleurs dans le monde du travail. Ils Ouais. perdent un peu leur identité d'athlète. Et tu sais, les athlètes ont une grande part de responsabilité dans ce qu'ils font. Et en fin de Mhm. compte, comme tu dis un peu, c'est des entrepreneurs dans leur sport. Tu sais, c'est des gens qui vont s'autogérer, développer l'ensemble de plein de sphères autour pour pouvoir performer dans leurs choses, dans leur sport. Et quand tu arrives dans le milieu du travail, en fin de compte, à partir de ce moment-là, je pense que ces gens-là ont une fibre souvent entrepreneuriale innée là, c'est effectivement s'enfermer dans un bureau pour faire du 8 à 4. Ça doit être ultra compliqué pour un athlète. Donc, cette liberté de pouvoir, je pense que c'est essentiel. Et bien, ces athlètes-là, on en a engagé quelques-uns à la clinique du coureur, en fin de compte, qui avaient Mhm. justement la liberté de leurs horaires. Je pense à Mathieu Blanchard, par exemple, la Mhm. liberté de son horaire. On travaille sur des résultats beaucoup plus que sur des nombres d'heures travaillées. Il n'y a pas de vacances. On prend les vacances quand on veut, quand on en a besoin. On parlera tout à l'heure d'entreprise affranchie, mais je pense que le modèle qu'on a développé un peu comme entreprise se marie très bien avec justement ce que les athlètes vivent en tant qu'athlètes. Et, euh, et à la fin d'une carrière d'athlète, d'être dans une entreprise libérée, affranchie, opale, appelez-le comme vous voulez, en fin de compte, c'est Mhm. certainement quelque chose qui va beaucoup plus parler à un athlète que l'entreprise traditionnelle, très hiérarchique, avec une structure où il n'y a pas de part pour la responsabilisation individuelle. Mhm. Maintenant, pour ta... Oui, vas-y, excuse. Ah non, non, je t'en prie, je coupe pas dans ton élan. En fait, pour ta question, parce que j'ai toujours pas répondu à ta question, euh, je ne peux pas te décrire une journée, mais je peux te décrire une semaine, grossièrement. Toi, Ouais, ouais, je ouais. fais une journée de clinique avec des patients, donc je vois encore des patients, puis ça me nourrit aussi de continuer d'enrichir, de m'enrichir comme professionnel de la santé. J'aime beaucoup cette relation avec les personnes pour les aider à devenir plus fonctionnels, à avoir moins mal, à trouver des solutions à leurs problèmes. Tu Et restes dans puis, l'opérationnel, quoi, dans le cœur de ton métier, en fait, oui, exactement. sur cette Et journée-là. puis, et tu sais, moi, je suis devenu physiothérapeute vraiment, encore une fois, par passion et je suis passionné par mon travail. La seule chose, c'est que j'ai tellement de choses sur mon X, c'est-à-dire ce que j'aime faire dans la vie, que je suis obligé de distribuer un peu ce que je veux faire parce qu'il y a trop de choses que j'aime. Donc, je fais une journée de clinique par semaine. Ouais. Je fais de la gestion ou genre, je fais de la relation humaine finalement dans l'entreprise. Je m'occupe beaucoup de la culture de l'organisation, entre autres PCN et la clinique du coureur, la qualité, la création de contenu par rapport à la formation continue à la clinique du coureur. Et Mhm. puis, après ça, je fais de la recherche, je publie et j'enseigne beaucoup, des conférences et toutes sortes un peu partout. Donc, je voyage aussi passablement. Donc, ça nourrit, je dirais, une semaine type. Elle est très Mhm. euh, hétéroclite, je sais pas comment on dit, explosée, ça vient de partout, il y a plein de choses et moi j'aime beaucoup cette partie-là. Même si Mhm. bien évidemment on est obligé d'avoir beaucoup de structure sur certaines choses pour avancer puis pour bien organiser les choses. Ouais, c'est ça qui va être aussi intéressant dans notre échange, qu'on puisse explorer aussi comment tu as tes repères en fait. Toi, pour toi déjà, donc tu as parlé déjà, on en a un, on sait que c'est le sport, tu vas courir tous les jours. Tu as un deuxième, et on va les remettre dans l'ordre d'ailleurs. Ta blonde, Isabelle, la Ouais, famille, etc. On va peut-être mettre ça en premier quand même, je pense, hein. Mais c'est toi qui vas me le dire, hein. Et puis après, voilà, une fois qu'il y a ces repères-là, après tu vas être très hétéroclite dans ton approche entrepreneuriale. Et alors c'est pas juste opportuniste, on sent quand même qu'il y a une cohérence, une vision, ce genre de choses derrière. Tu vas nous en parler, enfin si. Et puis finalement, on va se laisser guider dans l'improvisation tous les deux pour apporter un maximum d'enseignement, de partage, à ces sportifs, mais aussi à ces personnes qui se questionnent sur cette entreprise affranchie, entreprise libérée. Il y a beaucoup de dogmes, hein. On est pour ou des contre. L'idée, c'est pas d'être pour ou d'être contre aujourd'hui, c'est de se dire, bah tiens, si je devais trouver un équilibre là-dedans, entre le système peut-être un peu rigide, mais qui rassure,
On a besoin de repères, on a besoin de certaines formes de rigidité pour certains collaborateurs qui auraient tendance peut-être à trop s'éparpiller, par exemple. Et inversement, tu l'as dit, une certaine Yep. forme de liberté pour d'autres, parce qu'on a besoin de créativité, d'aspiration et puis d'instantanéité dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Écoute, Blaise, si on devait revenir un petit peu aux sources, parce que tu as parlé de passion, tu as parlé de liberté, on a envie de savoir un petit peu, est-ce que c'est né en Suisse, ces aspirations-là? Est-ce que c'est le tissu familial? Dans quel environnement tu as baigné ces 10 premières années de ta vie? Alors, ça, c'est une très bonne question. Quand j'étais en Suisse, mes parents étaient séparés et j'étais avec ma mère dans les Franches-Montagnes, dans un petit village, qui avait 40 habitants. J'allais à l'école de la première à la troisième année primaire. On était 7 de la première à la neuvième année, tous dans la même classe. Mhm. Donc, et on était dans une maison, il n'y avait pas d'eau chaude. Les toilettes étaient dehors. C'était vraiment ma mère était très bohème. Donc, c'était vraiment. Et moi, j'ai des super bons souvenirs de mon enfance où j'ai grandi, en fin de compte, avec énormément de liberté. De la liberté Ah, beaucoup pour la créativité, entre autres, qui m'est beaucoup resté par la suite. Je pense que ça vient on a déjà un beaucoup début de de mon, réponse alors. Ouais. de ma mère et de... Parce qu'après Mhm. ça, de ça, on a déménagé au Canada. Mais au Canada, on déménage sur une ferme agricole, perdue dans un Mhm. rang, le rang Saint-Isidore. Et puis, encore une fois, c'est la liberté totale. C'est-à-dire que on travaille sur la ferme, on travaille physiquement quand même. Mais moi, quand je rentre de l'école, la première chose que je fais, c'est que je me change pour aller dans la forêt, pour aller faire des cabanes, des feux, et vraiment, vraiment Mhm. beaucoup, beaucoup de liberté du côté de ma mère. Et mes deux parents sont des artistes, en fin de compte. Mon père était artiste peintre, il est décédé maintenant, mais et lui aussi, c'était un bohème épicurien qui profitait de la vie au maximum. Bon, malheureusement, il fumait, il buvait, il mangeait pas très bien et à 53 ans, il est décédé d'un infarctus. Il a fait son premier Ouais. à 36, Mhm. mais c'était vraiment, encore une fois, un artiste épicurien et ma mère, c'était une artiste intello un peu plus qui est ma mère qui est encore en vie, qui est en santé, qui a 69 ans hier. Mhm. Comment il s'appelle? Et voilà. Donc, j'ai grandi vraiment dans un milieu où très peu de structure, beaucoup de liberté, beaucoup de place pour la créativité. Tu sais, il n'y avait pas de... il faut pas salir la table, il n'y avait pas de règles, c'était comme on les créait au fur et à mesure. Et je pense que ça a quand même beaucoup teinté la manière dont je vois l'entrepreneuriat, la manière dont je suis avec mes collègues, dans la manière dont moi j'évolue, en fin de compte, comme individu, parce que je suis très créatif, tu sais, j'aime beaucoup et je Mhm. sais que j'ai même des recettes pour être créatif, c'est-à-dire inventer des concepts en physiothérapie, etc. On a fait plein de choses à la clinique du coureur qui changent la pratique des professionnels de la santé dans le monde. Et ces choses-là, ben, ça apparaît quand je jogue ou après mes joggings. C'est mes moments de créativité les plus forts. Bien sûr, bien sûr. Et la course à pied, puisque tu en parles aujourd'hui, ça fait partie de ta vie aujourd'hui, mais est-ce que quand tu étais gamin, déjà tu disais je vais gambader, on t'imagine, voilà, dans cet espace que tu nous as décrit, mais la course à pied est venue très vite dans ta vie, tu as parlé du 800 mètres tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu d'autres Ouais. disciplines, tu as passé par quelles étapes? Alors, d'abord, on bougeait beaucoup. Avec ma mère, Hmm. on faisait beaucoup de marches. J'ai souvenir, moi, Hmm. j'avais 5 6 ans et on était parti marcher toute la journée. Et le lendemain matin, quand je m'étais levé de mon lit, j'étais tombé parce que j'avais trop de courbatures. Et je trouvais ça très drôle parce que c'était comme... parce que les jambes ne tenaient plus et tout, on trouvait ça drôle. J'avais mon frère qui avait 2 ans de moins que moi, qui était aussi courbaturé. C'est un souvenir que j'ai. Mais on marchait beaucoup, on bougeait beaucoup, on était Hmm. très dans la nature avec ma mère. Et euh, bien évidemment, j'avais une bonne forme physique naturelle avec tout ça, mais à 7 ans, j'ai souvenir aussi d'avoir été chez ma grand-mère à la course à pied, qui était à 7 kilomètres de chez nous, et à Bouécourt, dans la vallée de Démont. Et puis, j'avais descendu la montagne par la route, en fin de compte. J'avais 7 ans, ma mère, elle me laissait aller sans problème. Et j'étais allé jusque chez ma grand-mère au jogging. Et je me souviens qu'il y avait eu quelque chose, un déclic cette journée-là où j'avais eu du plaisir à être un peu essoufflé, à courir longtemps. Et puis, puis voilà. Et puis après ça, on a immigré au Québec. Et au Québec, ben, il y a les Olympiades à l'école. Bien évidemment, je suis un petit peu meilleur que les autres. Donc, je gagne les courses. Et puis, les 1000 mètres, pas les 100 mètres, mais les 1000 mètres. Donc, je fais les crosses. Et là, ben, toute ma jeunesse, en fin de compte, secondaire, en fin de compte, ben, c'est les crosses, c'est les championnats provinciaux, c'est les premières blondes,
c'est toute la vie qui se construit autour de cette passion qui est la course à pied. Et là où j'aurai mes meilleurs résultats plus jeunes, quand je vais être juvénile, donc c'est avant junior ici, c'est de faire 5e ou 4e, je ne me souviens même plus, au championnat provincial dans le Québec sur 800 mètres. Et puis après ça, bien évidemment, je vais à l'université. Là, je suis pas mal moins bon, mais après ça, je deviens un coureur sur route, 5000, 10 000 sur route, et puis après ça, faire un marathon, puis après ça, faire que du trail, et puis avoir du plaisir entre le cours, et puis à un moment donné, de dire, pourquoi pas essayer un 40, un 50, un 60, un 100, et puis voilà. Et sachant que là, tu es déjà à un âge bien avancé quand tu nous racontes ces moments-là. Oui, mais ça fait quand même longtemps que je ne fais plus de route. Hein. Ouais. Je fais que du trail depuis, je ne sais pas, moi, ça doit bientôt faire 20 ans. D'accord, J'ai fait, non, j'ai pas tout à fait, parce que c'est vrai, Noailly est né, j'ai fait mon premier marathon et Noailly a 15 ans. Donc, ça fait 15 ans finalement que je cours à peu près que en sentier parce que je préfère courir en sentier. Voilà. Ouais. Ouais, ça correspond aussi à cette notion de nature, recherche Exact. d'équilibre, connexion avec Chaussures son minimalistes, environnement. pas de montre. Ok, Ouais, pas alors, de montre, pas de justement, programme. ouais. Ça c'est aujourd'hui. Mais quand tu fais la course à pied, qu'il y a la notion de performance, le chrono, etc., tu vas nous raconter aussi ce qui t'amène à la physiothérapie. Mais d'ailleurs, on dit kiné chez nous. Hein. Mais tu me dis si je me trompe pas. Si des fois je commets des impairs Ouais, dans tout est mon bon. langage, t'hésites pas à me corriger. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'amène dans cette voie-là et pour le coup, après, la deuxième question qui va venir, c'est qu'est-ce qui fait que tu as cette quête de minimalisme, entre guillemets, et qui va t'amener. Et là, pour le coup, c'est une singularité, je trouve, chez toi aussi, à casser un petit peu tu vois, faire tomber un petit peu des poncifs. Pour pas dire changer un peu des doxas, tu vois, les trucs qui sont là, c'est comme ça, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et toi, t'es le gars qui va un petit peu se dire, mais pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Et je me mets un petit peu me mets pas dans cette lignée-là. Voilà, donc ça, ce sera l'après. Mais déjà, dans un premier temps, pourquoi la physio et pas autre chose? Ouais. En fait, moi, quand je suis pré-universitaire, je joue au foot, au soccer, et je fais de la course. Donc, je mélange les deux un peu. J'aime bien les deux sports. Et puis, bien évidemment, je me blesse. Je me blesse traumatique, entre autres, au foot, mais je me blesse aussi par surutilisation à la course à pied, par le fait que j'en fais trop. À l'âge de 14 ans, déjà, je consultais, je me souviens, pour des douleurs musculo-squelettiques et autres, parce que j'exagérais, j'en faisais trop vite. J'avais toujours cette envie. Je voulais aller sur marathon aux Olympiques et puis j'avais pas la physionomie, le bagage, l'entraînement et j'avais aucun coach. Donc, c'était bingo. On regarde dans un livre qu'est-ce qu'ils font et puis on essaie de faire la même chose. Et je me souviens d'avoir eu plusieurs petits bobos qui m'ont amené à consulter et à un moment donné, je consulte quand je suis au cégep. Donc, ça, c'est le pré-universitaire au Québec. Et puis, je me fais mal au soccer et au foot. Et puis, je consulte un physiothérapeute, Denis Pelletier, qui est un physiothérapeute qui va devenir après président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie au Québec. Et puis, qui me marque, en fin de compte, et qui me donne ce goût à la physiothérapie. Et je vais ensuite faire mon cursus universitaire en physiothérapie à l'Université Laval. Fait que je dirais même que c'est le sport et les blessures qui m'ont amené à être en contact avec cette profession avec laquelle je suis tombé en amour et en fin de compte, dans lequel je me suis développé depuis puis que j'aime encore énormément. C'est-à-dire le défi intellectuel de faire un diagnostic, le défi de trouver c'est quoi la problématique et avec des connaissances, avec du savoir, mais aussi avec du savoir-faire parce qu'il y a une petite partie qui est dans les mains. Et puis avec aussi ce savoir-être, c'est-à-dire cette relation qu'on a avec le patient, parce qu'on sait de plus en plus que nos succès thérapeutiques viennent de l'alliance thérapeutique qu'on forme avec le patient, beaucoup plus que juste des aspects techniques il faut faire telle ou telle chose. Ouais. Donc, l'ensemble de toutes ces sphères-là, en fin de compte, m'allument complètement, m'éveille et je deviens un physiothérapeute passionné et avec ce désir très fort de devenir un bon physiothérapeute. Donc, très tôt dans ma pratique, je fais beaucoup de formations, beaucoup de choses pour me développer. Quand tu dois faire tes choix, alors excuse-moi tout à l'heure j'ai dit Canada, mais on va préciser les choses, c'est bien Québec, dans ton parcours scolaire, secondaire, universitaire, etc. Donc ça vient très tôt cette envie-là, et donc il faut faire des mathématiques, de la biologie, etc. pour aller là-dessus. Et donc tu te prépares dans cette perspective, c'est très très vite en toi cette idée-là?
En fait, c'est quand tu es au cégep. Le cégep, c'est le pré-universitaire que je crois que vous Mhm. appelez la matu chez vous, c'est ça? Hein? Alors là, Ouais, alors je ne sais même pas. Bon, bref. Euh, mais effectivement, on fait des maths, de la chimie, de la physique qui m'intéressent peu. Moi, ce que j'aime, c'est la oh, biologie. C'est ouais, étudier ok, l'être humain, c'est étudier comment on ouais. fonctionne. Mhm. Ça m'intéresse moins, mais on a besoin, pour entrer en physio au Québec, ça prend des bonnes notes. Hein. Il faut que tu aies il faut que tu sois un premier ou un deuxième de classe ou presque. C'est vraiment Mhm. Mhm. exigeant. Donc, je suis très motivé pendant mon cégep, en fin de compte, à performer pour avoir des bonnes notes, même si ça ne m'intéresse pas tant. Et je développe vraiment une rigueur de travail pour les études. Je me souviens, moi, je prends même un appartement ma première année à Alma, qui est à seulement 25 minutes de chez nous, mais pour pouvoir me concentrer davantage, pour pouvoir vraiment étudier. Et je suis ultra rigoureux sur comment performer, en fin de compte, pour avoir des bonnes notes, pour pouvoir rentrer en physiothérapie. Donc, je rentre en Ouais. physiothérapie après ça à l'Université Laval. Et puis, et voilà. Ouais, tu sais, t'as ton objectif, donc à mettre, tu mets ton plan pour atteindre cet objectif-là, Exactement. très Ah oui, simplement. Voilà. je suis très objective driven, qu'on dit en anglais. Tu sais, vraiment Ouais, avoir l'objectif, puis ouais. focuser, puis tout mettre Focus, en ouais. œuvre pour y arriver. Ouais. Et Mhm. effectivement, c'est à partir de là que je suis très méticuleux sur mon processus pour arriver à mes fins, en fin de compte, pour réussir à, par exemple, rentrer en physiothérapie. Mhm. Et Mhm. après ça, Toi- je mhm. change complètement de mindset, de vision, de manière de penser, en fin de compte, parce que quand je rentre à l'université, les notes m'apportent peu. C'est-à-dire que j'ai Mhm. plus d'intérêt à avoir des bonnes performances. Ce que je veux, c'est être un bon physio. Et encore une fois, il y a des cours qui sont moins pertinents, qui m'intéressent moins, mais les cours pertinents, les cours d'intérêt, j'ai encore une fois, un très grand focus sur ce désir-là. Mhm. On peut saluer au passage, tu en parlais tout à l'heure de Mathieu Blanchard, parce que d'ailleurs c'est grâce à lui que je suis connecté à toi, que je t'ai rencontré. Donc merci Mathieu. Et en fait il m'avait dit d'ailleurs, on y viendra après, mais puisque tu parlais de lui tout à l'heure, je le remercie premièrement. Et deuxièmement, il m'a dit, il faut que je te connecte avec Blaise, parce qu'en fait la façon dont tu vis ton lifestyle et la façon dont tu parles de l'entreprise, il faut que je te connecte avec Blaise. Donc ça vient de là en fait, hein, notre rencontre. Donc je le resalue au passage. Et j'aime bien cette ingénierie aussi qu'il anime. Mathieu, c'est quelqu'un de très ingénu dans son mode de fonctionnement. Il a un objectif et puis après, il y a une stratégie et il s'écoute énormément. Il est très focus, très à l'écoute de ses sensations, de son environnement. Et c'est quelqu'un qui, comme tu viens de le dire, sait faire des choix. Une fois qu'il a atteint le premier step, après, voilà, je vais picorer entre guillemets au buffet pour prendre les meilleurs plats en perspective d'un objectif. Donc là, Et toi, tu obtiens ton diplôme. On est en quelle année d'ailleurs? 98, Ouais, tu l'as dit ouais, tout à l'heure, c'est vrai, en ouais, 98. Donc nous, 98 pour c'est... les Suisses. Eh ouais. 98. Ça nous donne... Tu as quel âge aujourd'hui, Blaise? Écoute, cet été, je vais avoir 50 ans. Je Ouais, deviens vieux. Mais c'est ouais, drôle, hein, parce que je me trouve hmm, très jeune encore. ouais. Vraiment. Dans la... Tu sais, hmm. J'ai l'impression d'avoir 30 ans. Ouais. Oui, oui, je me Tu retrouve. Moi, je comprends? suis à. Ouais, du coup, là, ça me laisse un peu quoi. Parce qu'à 49 ans, je me dis, ouais, les gens me trouvent jeune dans ma tête, et tant mieux d'ailleurs. Il y a fut un temps où je le prenais pas comme un compliment. Aujourd'hui, parce que quand on te dit ça, que t'approches de la cinquantaine, où tu l'as, ouais, c'est un compliment et ça fait plaisir. Et Ouais, jeune dans la tête. 98, donc comment ça se passe les premiers temps? Est-ce que tu es déjà, quand tu te mets dans la blouse, est-ce qu'il y a une blouse d'ailleurs ou pas? alors, non, au Québec, on est habillé propre, disons, Propre. professionnel, mais Ouais. des fois, on a des petits polos ou des chemises qui Hmm, sont brandées, qui hmm, ont le logo de PCN, entre autres. Mais sinon, ouais. on est vraiment, on est dans la simplicité. D'accord. Et donc quand tu démarres, tu te mets en cabinet, en hôpital, comment ça se passe? Alors, quand je démarre, dès le début, en fin de compte, je veux travailler pour le regroupement de cliniques de physiothérapie à Québec qui sont le plus impliqués dans le milieu sportif. Donc, Ouais. je suis même, pendant ma formation universitaire, je suis impliqué avec l'entreprise PCN qui a été fondée par Gilles Courchane, Richard Normand. Et en fin de compte, quand je gradue, moi, c'est clair, je veux travailler à PCN. Donc, je les rencontre, je dis, je veux travailler avec vous. Et puis, ils m'engagent. Hmm, Et puis, en fait, les 2 premières années, je travaille temps partiel parce que j'ai vraiment un très, très fort désir d'améliorer
mes performances, en fin de compte, comme physiothérapeute, c'est-à-dire de devenir bon. Et la première année de pratique, bien évidemment, c'est toujours un peu plus complexe, laborieux, tu manques un peu de confiance en toi et tout. Donc, j'étudie beaucoup, je fais plein de cours postgradués, j'ai ce désir fort qui fait en sorte que je prends du temps pour faire ça et je travaille à temps partiel. Et je fais ça pendant 2 ans. Et après ça, je me sens bien. Et là, je travaille à temps plein par la suite, mais en même temps que je développe des projets, différentes choses. Et voilà. T'es déjà dans ta spécialisation, mais avec l'envie à côté de développer d'autres choses, de construire des choses. C'est quoi qu'est-ce qui t'anime? Bien, effectivement, toi, comme je viens du milieu de la course à pied, que je connais tous les coureurs de la région de Québec, dès ma première année de pratique, j'ai la moitié de ma clientèle, ce sont des coureurs. Et je développe rapidement une expertise autour de ça. Et puis, je commence à donner des conférences dans les clubs de course et ainsi de suite. Et arrive en 2005 où j'organise la première formation continue de la clinique du coureur, mais qui ne s'appelle pas encore la clinique du coureur. En fin de compte, je monte un cours qui est un amassis de plein de conférences que j'ai données à des médecins, à des professionnels de la santé, à des coureurs. Et je monte le cours La clinique du coureur, qui est un cours initialement de 3 jours, qui va, quelques années plus tard, devenir le cours phare de La clinique du coureur, qui est une entreprise qui démarre en 2008, en fin de compte. Alors, on va en parler, mais qu'est-ce qui fait... là, je vais rester un peu dans les prémices de La clinique du coureur. En quoi ce que tu amènes est différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, que ce soit de ton côté de l'Atlantique ou que ce soit de l'autre côté. C'est quoi la singularité? Pourquoi alors, hormis le fait que ta clientèle, ta patientèle, c'est des coureurs, hormis le fait que toi, tu t'écoutes ton corps, et tu es attentif sur les signaux liés à la course à pied, mais qu'est-ce qui fait que c'est ce que tu amènes, on l'a jamais vu ni entendu, c'est quelque chose de neuf? Alors, au début de ma pratique, quand je donne des conférences, il n'y a pas grand-chose qui est neuf. En fait, je me base sur mes acquis universitaires, sur ce qu'on m'a enseigné un peu partout, qui a clairement des fortes lacunes. OK? Et tranquillement, ce que je fais, c'est que je commence à explorer la littérature scientifique pour apprendre davantage que dans les textbooks de médecine qui sont assez généralistes, on va dire. Et en allant explorer de façon systématique la littérature scientifique, je commence à m'éveiller à une pratique qui est différente de celle que j'ai. Et là, ma pratique se transforme. C'est-à-dire que je réalise, par exemple, donner un exemple très simple, c'est qu'on nous a toujours dit qu'il fallait bien s'étirer avant de faire du sport. Ramenez-vous en 98, c'était assez clair. Et à ce moment-là, il y a des Européens, des Américains, des Canadiens qui disent, non, quand on fait des études où on évalue s'il faut s'étirer avant ou après, et qu'est-ce que ça amène et sur la performance et sur la prévention des blessures, on n'y voit non seulement pas d'avantages, mais peut-être des inconvénients. Et là, ça t'amène comme clinicien à dire, OK, il y a de la nouvelle littérature sur un sujet, ça change ma pratique. Et là, ça prend une certaine humilité comme clinicien pour dire, ce qu'on m'a appris à l'université, c'est de la merde finalement, c'est pas vrai, et il faut que je change de pratique. Et moi, je vais transformer ma pratique avec la science de façon graduelle, progressive, et je réalise finalement que ma profession, qui est la physiothérapie, la kinésithérapie, a une panoplie de pratiques aberrantes qui ne sont pas basées sur les données probantes, qui ne sont pas basées sur de la science. Et c'est là où je m'éveille à dire, OK, je vais monter un cours pour éduquer mes pairs, en fin de compte, à des meilleures pratiques basées sur la science. Mais si on rembobine en 2005, où j'ai donné la première formation, le cours continue de se transformer, année après année, il change continuellement. En 2005, la formation était, je vais dire, correcte parce qu'il y avait déjà plein de choses qui avaient changé dans ma pratique. Mais si j'ai donné des conférences dans les années 2000, au tout début de ma pratique, qui était très moyenne, parce que c'était du duplicat de ce que j'avais appris à l'université, parce que c'était pas basé sur la science et les évidences. Donc, puis encore une fois, dans les années 2000, en fin de compte, il fallait que j'aille à la bibliothèque, il fallait que je fasse des photocopies des articles scientifiques, il fallait que je mette du fluo dessus. J'avais des classeurs d'articles scientifiques que j'avais lus, que je synthétisais dans des courriels, que j'envoyais à des banques de courriels, parce que je n'avais pas encore de site et Facebook n'existait pas. On n'avait pas de moyens de communication autre que ça. C'était c'est là que tu réalises qu'on est vieux, quand même.
Ouais. Ah ouais, Et c'est toujours étonnant. Moi, j'adore ces moments de partage, justement, parce qu'on voit qu'en très peu de temps, tout a fondamental. Bon, le digital a fait changer beaucoup de choses. Je ouais, pense que là aussi, ce qui est en train de se passer avec bon, l'intelligence artificielle va amener encore énormément de choses. Euh, son- je voulais juste peut-être. Est-ce que tu dirais par rapport à toi, ce que tu amènes sur ces évolutions, je vais pas dire révolution, mais sur ces évolutions, il y a une partie en fait bah, qui est liée déjà à ce qui existe, à l'existant, ta propre éducation par tes diplômes, hein, donc tu prends ça. Après, j'entends une façon un peu empirique. Toi déjà, tu es ton propre cobaye, tu as aussi tes athlètes, etc. Et tu vois ce qui se passe. Et ben, il y a le terrain, quoi, en fait, le travail du terrain. Et puis après aussi, la recherche. Tu greffes aussi dessus les recherches, les études. Et en fait, est-ce que ce sera un triptyque ou tu rajouterais des choses pour que toi, tu crées ce qu'on appelle, pour être une sorte d'alchimie. Tu es euh, l'alchimiste un petit peu, tu viens prendre tous les ingrédients. Est-ce que tu rajouterais dedans d'autres éléments pour justement constituer ce qui fait toi, bah, justement, l'évolution entre 2005 et 2008, et puis après, évidemment, de ta nouvelle approche. non, je pense que tu les as bien nommés. Tu as le savoir, tu as le savoir-faire et tu as Mhm. le savoir-être, excuse. Les trois Mhm, sphères, en fin de mhm, compte, qui mhm. construisent un peu ce que je vais transmettre à mes collègues comme meilleure pratique. Et euh, tu t'as posé une question, j'ai perdu mon idée, mais j'avais quelque chose tu mentionnais. En plus, c'était super bon, mais bon, je l'ai oublié. Ah, c'est comme ça va revenir, hein, tu n'étais pas à faire un feedback là-dessus. Non, on était, moi, sur le. Alors, c'est bien, j'aime bien, tu mets avec d'autres mots, le savoir-être, savoir-faire, les connaissances, le terrain, l'opérationnel, et puis après la recherche. D'ailleurs, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille aussi sur l'idée de faire un podcast avec toi, dans le sujet qui est celui qu'on a pour le moment, j'ai trouvé très intéressant Let's Try le podcast où tu échanges avec Pascal Balducci et aussi avec euh, Guillaume Millet. Guillaume, voilà, que j'ai d'ailleurs podcasté aussi. J'ai hâte de le faire avec Pascal, qui est un de mes voisins d'ailleurs, hein, Pascal, pour lequel j'ai un immense respect aussi. En gros, tous les trois, vous êtes un peu mes référents dans ma pratique sportive. Voilà, je vais le dire tel quel, parce qu'en fait, en 2016, quand je me mets à ma discipline et que je bats un record mondial dans le triathlon, il y a Guillaume, il y a la clinique du coureur, et Pascal aussi dans ses écrits. Et je m'inspire, alors pas que ça, hein, parce qu'il y a plein d'autres références, mais pour moi, dans l'ultra et le respect aussi parce qu'il y a du dépassement extrême, mais en même temps il y a le respect de ma condition, de mon être et de mon corps tout simplement. Je suis très soucieux de ça en fait, la performance mais pas au détriment de mon Et équilibre personnel et puis de ma santé, et puis tu l'as dit, hein, de la prévention des blessures. Bon, quand on a 40 et quelques années, on est beaucoup plus attentif à ça. Euh, ça te revient pas par hasard, ce que tu voulais dire, non? non, pas encore, mais vas-y, continue. Voilà, donc ça nous amène sur l'exploration, et ben voilà, l'exploration qui t'amène aussi à changer un petit peu l'approche grâce à la clinique du coureur. Alors, entre 2005 et 2008, il y a des évolutions, et c'est en 2008 que la clinique du coureur est créée, Ouais. enfin du moins Alors, ça vient le de me revenir. concept. Ça vient de me revenir, Cyril. Donc, en fait, tu me posais la question sur, tu sais, la définition de mon why. Je ne sais pas si vous faites ça des fois, la raison d'être profonde Hmm, individuelle qu'on a. c'est très à la Euh, mode. Moi, c'est assez à la mode, là, ouais. Moi, je la définis vraiment, puis ça m'animait très, très jeune Ouais. comme étant grandir en innovant. Et l'innovation dans ma vie a pris beaucoup, beaucoup de place. C'est-à-dire comment on peut faire mieux avec l'existant. C'est-à-dire de prendre des choses qui se font. Et c'est ça qu'on a fait beaucoup avec la clinique du coureur. C'est-à-dire de dire, OK, il y a des pratiques existantes, il y a des choses qui se font. Comment on peut faire mieux à partir de ce qu'on a? Et c'est sans nécessairement recommencer toujours à zéro. C'est sans nécessairement inventer des choses, mais innover dans le sens d'améliorer l'existant. Et Hmm, on a beaucoup fait ça à la clinique du coureur, c'est-à-dire euh, prendre des choses qui existent et puis après ça, essayer de les vulgariser, de les mettre en forme pour que les professionnels puissent mieux les utiliser. On a développé des outils comme le Peace and Love, la quantification du stress mécanique. Il y a plein d'outils cliniques pour les cliniciens, en fin de compte, qui sont des innovations dans notre domaine de la physiothérapie. Et moi, ça m'anime énormément. Et depuis tout jeune, c'est hmm. beaucoup ça, c'est grandir en innovant. Donc, voilà. Ouais, j'ai bien noté ça, grandir en innovant. Mais alors là, pour le coup, il va falloir qu'on fasse un focus là-dessus. Euh,
en France, c'est pas spécifiquement que en France, mais quand même peut-être un peu plus. C'est la culture judéo-chrétienne, le poids du passé et tout. Il y a des choses qui sont assez institutionnalisées en France et avec des systèmes. Il y a peut-être, tu vas me dire hein, si je me trompe, mais au Canada, on a le sentiment qu'il y a une approche plus évolutive, sociétale, où en France, quand même, avant de faire changer les choses, c'est un peu plus lourd, un peu plus dur. Et je en viens à ma question qui est le sport, qui est par rapport au sportif. Tu vois, il y a des codes dans le sport. Je peux te lancer l'escrime, l'aviron, le cyclisme, etc. Et souvent, les sportifs vont dire, ça, j'aimerais bien en parler, mais je peux pas parce que ça peut stresser, ça peut gêner, ça peut polémiquer, etc., etc. Donc, tu vois, il y a une sorte de dog, enfin, j'ai pas employé le terme d'ailleurs, sorte de forme de doxa, tu vois, un truc qui est là. Et si tu exprimes des choses, on sait que tu vas être un petit peu, pas le vilain petit canard, mais on a peur de ça. Alors, Et moi, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, toi, par rapport à cette notion de raison d'être, mais aussi de grandir en innovant. Comment tu amènes les choses sans offusquer, sans et- trop te mettre de monde ado, etc., etc. Tu vois, ouais. mais tu peux pas non plus ne pas le faire, ne pas faire évoluer les choses. Donc, voilà, concrètement, toi, tu as été amené à amener ces innovations, mais dans un Et système qui ne voulait pas forcément évoluer. Comment ça a été quoi ton approche, toi? t'as nommé quelque chose qui m'interpelle parce que je pense qu'il y a des différences culturelles entre l'Europe, la France, entre autres, et le Mm, Québec. mm, Moi, je pense qu'au Québec, on a une très grande liberté de penser et on a beaucoup moins, et on le voit même dans les choses toutes simples, hein, on a beaucoup moins de paperasse quand tu veux développer une entreprise, quand tu veux faire des trucs. Tu sais, il y a plein de choses où vraiment on est beaucoup plus dans le... On a beaucoup plus de permission, il y a beaucoup plus de liberté, il y a mm, plus de territoire, il y a moins de règles. Et en fin de compte, ça teinte un peu tout le monde. Et même si tu regardes le système universitaire, tu te responsabilises au Québec dans ta prise, je vais à l'université, mais on ne me donne pas du tout cru, puis du très structuré, puis tu as une part de responsabilité. Nos patients, c'est la même chose. En physiothérapie, moi, je vois mes patients en moyenne 4 à 5 fois. En France, la moyenne est à peu près mm, de 14 traitements par pathologie. Et là, les mm, Français me disent, oui, mais Lou, ils sont plus assistés, il faut prendre en charge, etc. Mais on est dans un système où on prend nos responsabilités davantage. Et cette liberté-là, en fin de compte, je pense qu'elle teinte plein de choses. Elle teinte la liberté qu'on a intellectuellement de penser en dehors de la boîte, d'essayer d'innover, justement. Et les tueurs mm, d'innovation, c'est justement quand il y a trop de balises mm, structurées, rigides, des règles. Tu sais, je suis suisse quand même d'origine et moi j'aime beaucoup dire en Suisse, il y en a qui disaient tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Tu sais, la rigidité est des tueurs d'innovation. Il faut qu'on ait de la mm, liberté mm, pour faire ça. Mes enfants, si je veux qu'ils se développent au maximum au niveau de pour qu'ils deviennent innovants puis qu'ils soient créatifs, il faut qu'ils aient une place à cette créativité. Il faut qu'ils aient la table libre pour pouvoir être créatifs. Donc, moi, quand ma fille commence à faire de la cuisine et qu'elle fout le bordel dans la cuisine, ben, on la laisse faire parce qu'on pense que mm. c'est bon pour sa créativité puis son développement, justement. De la même manière voilà, ils foutent le bordel dans la chambre parce qu'ils font des dessins, de la peinture, etc. Donc, on Mm. essaie d'enlever un maximum de Euh, cadres rigides. Et moi, j'ai été alors, un peu ouais. élevé comme ça. Et la tentation pour tous ceux qui nous écoutent, tu vois, c'est de se dire, bah, ok, bah, comment je fais pour venir au Québec, quoi, parce que si je veux faire, mettre mon aspiration à cette liberté, je peux pas l'exprimer en France, faut que je parte là-bas. Alors, toi, tu vas nous expliquer comment tu as fait, parce que la clinique du cours, elle est quand même plus que connue en France, tu as réussi à l'introduire en France avec aussi tes codes. Alors, si on fait Ouais. juste un saut de plus, mais j'aimerais bien qu'on revienne après sur le côté chronologique, mais si on fait un saut de plus et qu'on se dit, bah tiens, la clinique du coureur en France, finalement, avec ses codes et faire changer les mœurs, avoir un regard un peu différent. Comment tu as réussi finalement parce que tu as une certaine forme aussi euh, je sais pas quel mot tu as employé tout à l'heure pour une de tes formations. C'était très. Comment Basé tu as sur appelé les ça? données probantes. Ah non, 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 mais t'as dit un truc très sexy, quoi. C'est très alléchant, c'est très sympa, c'est très. C'est sur une de tes formations. Mince, bon, les auditeurs l'ont capté, ils sont meilleurs que moi. Mais t'as employé un mot et ça donne très envie, en fait. Mais sur le fond, en fait, tu casses des codes quand même. Dans la clinique du Oui, coureur, tu dis, ce que vous faisiez avant, c'était pas bien, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut ouais. pas faire d'étirements. Mais si, parce que c'est écrit dans les livres, etc. Et en France, on va s'en référer, tu sais, on sort les référentiels et Ouais. c'est comme ça, on nous a dit que et tout. Comment t'as réussi, toi, à mettre un peu de rondeur là-dedans pour que les choses évoluent? Ouais. Alors, bien évidemment, quand tu enseignes,
il y a toute une manière de faire passer des messages qui vont faire en sorte, en fin de compte, que l'auditoire va acheter, en fin de compte, ton concept. Et quand je dis acheter, c'est accepter de changer sa propre pratique ou accepter de changer la manière de penser qu'on a, qui est basée sur des choses, parce que j'ai réussi à bouleverser suffisamment les choses que tu as dans ta tête. Et pour ça, il faut du storytelling, il faut raconter des histoires, il faut que ça s'intègre dans la vraie vie. C'est-à-dire que si j'arrive juste avec la science, c'est un peu... Mais on a réussi à la Clinique du coureur, puis les premiers cours que j'ai faits étaient autour de ça. J'ai travaillé avec l'équipe canadienne d'athlétisme. J'ai eu la chance d'aller sur les 5 continents avec eux, que ce soit en Chine, au Brésil, en Turquie, au Niger. Et à chaque fois, j'avais des expériences ultra riches que j'amenais, mais qui étaient liées à de la science que je lisais. Donc, une expérience, une histoire fabuleuse, en fin de compte, mais qui fait en sorte, en fin de compte, qui est reliée au message clair que je veux passer, qui vient de la science. Donc, il y a 2 choses, je pense, qui ont été faites avec la Clinique du coureur. C'est faire une veille scientifique de la littérature systématique. Donc, j'ai commencé ça en 2005. À toutes les semaines, je triais tout ce qui était indexé sous Running Runners dans Medline. On triait à peu près 300 titres par mois. Maintenant, il faut en trier 2500 à peu près. Ça devient de plus en plus complexe. Maintenant, c'est Jean-François Esculier qui s'occupe de ça, qui est un PhD travaillant à la Clinique du coureur, qui est notre gourou recherche et développement. Et en fin de compte, on est toujours à jour sur la science. Et on arrive donc, quand on enseigne un cours, à être vraiment supporté par des choses qui ne sont pas nos opinions, mais qui sont de la science. Après, la science, elle ne répond pas à tout. Et la science, elle n'est pas toujours très digeste. Elle est complexe. Donc, il faut la synthétiser, il faut la mettre dans des mots qui sont accessibles et il faut la lier à notre pratique, à notre histoire. Et c'est là que le storytelling, en fin de compte, de combiner avec des anecdotes, avec ce que moi j'ai vécu. J'ai 25 ans de pratique, j'ai 35 ans de course à pied, j'ai vécu plein de choses qui sont intéressantes à combiner avec cette science. Et je pense que c'est les 2 éléments de recette qui ont fait en sorte que la sauce, elle a pris. C'est-à-dire qu'on a eu du succès, les gens ont été intéressés. Et quand tu arrives à bouleverser quelqu'un qui rentre à la clinique le lundi après un cours d'une fin de semaine et qui se dit « Oh my God, il faut que je change ma pratique sur telle et telle chose. Il faut que j'intègre telle chose. Il faut que j'arrête de faire des ultrasons qui ne servent à rien. » Et que finalement, tu arrives à changer la pratique d'un clinicien parce qu'il a réussi à passer au-delà de son ego de clinicien. Et des fois, c'est pas simple, hein? Des fois, c'est pas facile. Ça doit être super dur, ça. Mais des fois, c'est super dur et ça dépend d'où tu pars, bien évidemment. Mais, tu sais, moi, je dis souvent dans les cours, vous prenez ce qui vous convient, qui répond à vos attentes. Votre pratique va se moduler à travers le temps. Et puis, on pourra quand même aller boire une bière si on n'est pas du tout d'accord. Moi, j'ai pas vraiment de gens avec lesquels j'ai de la difficulté à discuter. On est toujours dans un échange. J'ai envie de convaincre parce que je crois avoir trouvé une vérité par rapport à la science, par rapport à de l'expérience. Mais après, la personne, elle fait ce qu'elle veut. Puis moi, ça ne me rend pas malheureux et j'espère que ça ne la rend pas malheureux que je lui dise que telle pratique, pour moi, est aberrante. Fait que c'est un peu ça, l'histoire de la clinique du coureur. Et après ça, il y a un autre petit ingrédient qui a été ajouté à tout ça qui maintenant change les choses, c'est qu'on a été innovant dans les pratiques, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire évoluer les pratiques vers des meilleures pratiques. C'est référence, par exemple, au Peace and Love, qui est le nouvel acronyme quand on se fait une blessure. C'était ça que je voulais faire référence tout à l'heure, le Peace and Love. Alors, si tu as une entorse de cheville, on avait des acronymes qui étaient le RICE, le PRICE, le GREC en France, où on mettait de la glace, où on se reposait, on faisait de la compression, etc. On a fait évoluer cet acronyme, mais qui devient maintenant la référence partout dans le monde. Donc ça, c'est un autre ingrédient qui fait évoluer la clinique du coureur, où on a des éléments de référence comme ça. On a une dizaine d'innovations médicales, on va dire, où on a réussi à faire évoluer par la science, en fin de compte, les bonnes pratiques. Et c'est des choses qui se diffusent plus vite que la clinique du coureur. Le Peace and Love est maintenant enseigné dans des dizaines d'universités dans le monde et a été une publication dans le plus grand journal au monde en musculo-squelettique qui est le BJSM. Donc, c'est des choses, en fin de compte, qui continuent de nous porter, en fin de compte, à travers les années. Tu dis un truc qui m'a pas échappé, c'est qu'en fait,
Bon, ok pour les ingrédients, hein. Il y a quand même, il y a un fond, le dur, tu vois, les recherches, tout ce qui sort, toutes les recherches, les sciences, les articles, tout, etc. Donc là, au moins, on est vraiment béton sur le socle, la base, quoi. Après, tu viens rajouter la couche d'expérientiel avec le storytelling. Et il y a un truc que tu as dit qui m'a vraiment interpellé, c'est la personne en face, elle a qu'une envie, c'est, je l'ai pas dit comme ça, mais c'est acheter. En gros, un truc que nous, on nous apprend pas, on nous apprend différemment, en tout cas, quand tu fais école de co et tout le marketing, on t'apprend Ouais, à vendre. On ouais. t'apprend à vendre. Et toi, ce que tu C'est, viens de nous dire, c'est l'inverse. C'est on apprend au client à acheter ouais, ce dont il a besoin. ouais, Et ça devient une évidence que ce qu'on lui propose correspond à son besoin. ouais. Alors, le week-end qu'on vient de passer, j'étais un conférencier dans le Congrès canadien de physiothérapie. J'ouvrais le congrès avec une conférence sur les biais qui influencent nos pratiques et comment on peut, par l'information, contrer la désinformation par le biais commercial. Et je soulevais une panoplie de mauvaises pratiques qu'on a dans notre pratique de physiothérapie en lien avec des biais commerciaux. Et un des constats, en fin de compte, c'est que la clinique du coureur, elle peut avoir le plus beau des produits, hein, le meilleur des cours qui va changer votre pratique, qui va faire, si on n'arrive pas à le vendre, si on n'est pas connu, on n'en vendra pas et on ne change absolument rien dans le monde. Donc, tu peux avoir la plus belle des inventions, tu peux avoir le plus beau des produits, en fin de compte, tu es obligé de le marketer, de le mettre de l'avant. Et en fin de compte, le point clé ici, c'est que quand tu veux changer les pratiques, puis quand tu amènes ces idées-là à d'autres personnes, il faut absolument... Tu utilises les mêmes canaux de communication que Nike, que les équipementiers. Donc, si toi, la science nous dit les plaques de carbone dans les chaussures, ça ne Hmm. fonctionne pas pour améliorer les performances, ça n'a rien à voir avec la plaque de carbone, mais que Nike utilise les mêmes canaux que toi pour dire acheter notre plaque de carbone, ben, il y a une certaine confrontation par rapport à tout Hmm. ça. Hmm. Donc, on est obligé, comme organisation, si tu veux changer les pratiques, de vendre ton produit, mais le point que tu amènes aussi, c'est pas d'exposer pour vendre son produit, c'est d'intéresser les gens à venir consommer ton produit qui va les changer, les transformer, et ainsi de suite. Avec un outil qui pour moi est l'outil le plus puissant pour convaincre, c'est le storytelling. Si Effectivement. tu racontes des histoires, quoi, si les personnes, Mathieu Blanchard qui a contribué sans doute aussi à ça, raconte une histoire au travers, on va le dire maintenant, c'est au passé, mais il n'empêche que c'est toujours proche de lui et vice versa. Mais voilà, ce qu'il apporte lui dans son histoire, dans son storytelling, vient contribuer à ce que toi t'amènes au niveau scientifique, au niveau recherche, et ça c'est super intéressant. Et là-dessus, on sait qu'on a encore énormément à faire en termes de marketing pour justement raconter des histoires et qui justement viennent casser un petit peu Ouais. le poids des manufacturiers qui eux savent très bien faire ça et vendent des choses dont on n'a peut-être pas toujours besoin. Alors moi je parle dans le monde du cyclisme, on voit d'ailleurs l'évolution des vélos et finalement on fait une innovation sur le papier qui est une innovation technique mais qui est juste une innovation marketing parce qu'en fait 3-4 ans après le truc il n'existe plus, on est revenu Ouais. à quelque chose un peu en arrière. Bref, mais ça voilà, c'est l'éternel recommencement du marketing, du produit. Alors si on revient justement un petit peu sur la genèse de la clinique du coureur, ça va peut-être casser un petit peu l'idée du plus. Quand je dis plus, plus de produits, plus de techno, etc. Toi, tu es assez épuré dans ton approche. J'emploie le terme d'épuré, pardon. Toi, tu dirais dans la clinique du coureur, c'est quoi votre vocation? Simplification, connexion à soi. Qu'est-ce que tu mettrais dans la genèse de cette création, de ce concept, de ce projet? À la base, c'était des pratiques plus cohérentes basées sur la science. Fait que je le définirais comme ça, mais le problème, c'est que la science vient confronter des pratiques qui sont très bien marketées, hein, qui sont des pratiques où, en fin de compte, quand on veut valoriser, par exemple, une chaussure, Mhm. ben, plus on met des technologies à l'intérieur de cette chaussure-là, plus on la valorise, plus on peut la vendre cher, plus on Mhm. peut se différencier de la compétition et plus on peut en vendre et faire du profit dessus. Mhm. Donc, il y a cette course, en fin de compte, continue qui est, pour moi, inadéquate, Mhm. qui, en fin de compte, ne répond pas, en fin de compte, n'est pas en phase avec ce qu'on connaît de la science. Donc, la clinique du coureur amène une autre vision. Elle dit, OK, qu'est-ce qu'on sait scientifiquement? Est-ce que d'abord, ces technologies sont fondées sur les données probantes? Réponse, non. Mhm.
À chaque année, on met de la technologie, on nous fait croire plein de trucs, et puis finalement, ça ne passe jamais le filtre de la science pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et à partir de ça, en fin de compte, on essaie d'être cohérent sur nos pratiques. Donc, on sait, par exemple, que plus la chaussure elle est grosse, plus vous allez ralentir votre cadence, plus vous allez attaquer du talon, plus les forces d'impact vont être grandes, et que ces paramètres-là ont été associés en prévention ou en traitement à certaines pathologies. Donc, dans la cohérence globale de l'ensemble de toute la science, on réalise finalement, et c'est la philosophie de la clinique du coureur, pourquoi l'option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure? Et c'est un peu là que le minimalisme avec la clinique du coureur a pris un peu une certaine place parce qu'on nous a beaucoup associé initialement à ça, mais la réalité, c'est qu'on n'était ni pro-minimaliste ni pro-maximaliste. On était pro-science et la science nous disait, mais si vous commencez la course à pied, vous êtes mieux d'avoir des chaussures qui est très simple. Et si vous êtes habitué à une grosse godasse depuis longtemps, que vous n'êtes pas blessé, que vous n'avez pas de problème, ne changez pas vos habitudes parce que les changer augmenterait le risque de vous blesser. Donc, c'est le message qu'on porte depuis le tout début de la clinique du coureur et qui continue d'être véhiculé, mais qui est étayé de plus en plus avec une science de plus en plus nouvelle. D'accord. Et aujourd'hui, donc 2008, 15 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que les choses ont changé? Absolument pas. Tu restes vraiment dans cette même conviction avec toutes les équipes LDLC? Oui. En fait, la science a beaucoup solidifié nos assises scientifiques sur des choses qu'on disait depuis longtemps. Certaines personnes de l'environnement ont l'impression qu'on s'est ramolli, qu'on s'est adouci, qu'on est moins direct qu'au début. Puis moi, je dis non, c'est juste parce que là, maintenant, on accepte le discours beaucoup plus qu'au début. Parce que moi, au début, quand j'arrivais en disant attention, guys, les antipronateurs, ça ne marche pas, l'amorti, ça ne prévient pas les blessures, ça ne réduit pas le stress sur le squelette, les semelles orthopédiques, les orthèses plantaires, ça ne corrige pas la pronation et même la pronation n'est pas un problème pour les blessures. Et si vous corrigez avec des orthèses ou des antipronateurs, vous n'avez aucun effet sur les blessures. C'est sûr que ça clashait parce que tout le monde pensait le contraire. Maintenant, quand on amène ces choses-là, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler du minimalisme, qui ont entendu parler et qui ont un bémol sur l'utilisation exagérée actuellement des semelles orthopédiques, des orthèses plantaires. Donc ça clash beaucoup moins. Et ça fait moins le buzz aussi, mais ça clash beaucoup moins. Et on a l'impression que la clinique du coureur s'est ramollie, mais tu sais, on a des posters, des écrits de longue date qui sont toujours à peu près les mêmes choses. Alors, on s'est beaucoup plus solidifié dans la manière dont on peut dire les choses. On a raffiné le discours à certaines places parce qu'il y a de la science qui nous ont guidés sur certaines choses, mais les fondamentaux, en fin de compte, sont toujours là. Et les fondamentaux, en fin de compte, ils ont changé au tout début de la clinique du coureur. Au tout début, il y a eu des gros bouleversements, mais après, ça s'est beaucoup stabilisé. On a réussi à arriver vers une étape où on s'est dit, là, c'est cohérent et avec la science, et avec les pratiques, et avec notre senti, et avec les échanges qu'on a. Tu sais, moi, des patients, j'en ai vu des milliers dans ma vie, à qui j'ai fait des recommandations. Donc, il y a de l'expérience pratique. On a enseigné à des milliers de professionnels qui, eux, ont de l'expérience avec des milliers de patients. Donc, il commence à y avoir quelque chose qui est très étayé, solide, pour savoir comment guider le coureur. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, si on reste focus sur la clinique du coureur, est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même encore, toi, Blaise, un combat à mener? En fait, on est fortement contaminé par les biais commerciaux et plus que jamais. On est abasourdi, englouti dans une mare d'informations non crédibles, non rigoureuses. Et avec les médias sociaux, c'est de pire en pire, mais de mieux en mieux et de pire en pire. C'est-à-dire qu'on a une accessibilité à la connaissance qui est plus grande que jamais, mais un nombre de connaissances faussées, biaisées, qui perpétuent des mythes, qui sont des allégations fallacieuses, qui sont abondantes. Donc, à partir de tout ça, il faut faire le tri et c'est là que ça devient complexe. Et c'était un peu ça ma conférence au Congrès canadien de physiothérapie, c'était de dire comment on peut différencier, faire confiance à des groupes de professionnels rigoureux qui vont trier la littérature, qui vont pouvoir nous amener des choses qui sont commercialement non biaisées. Donc, notre défi à la clinique du coureur, c'est de toujours encore résister à ce biais commercial. Les physiothérapeutes et les enseignants de la clinique du coureur doivent payer les chaussures avec lesquelles ils courent. C'est de
de ne pas se faire avoir parce que, bien évidemment, on pourrait gagner beaucoup plus d'argent si on se laissait, si on en profitait au niveau commercial, publicité sur notre site, recevoir des chaussures gratuites, etc., etc. Mais je pense que c'est ça qui donne aussi notre qualité actuelle à la Clinique du Coureur. Et le gros défi qu'on aura toujours, hein, c'est que les budgets pharaoniques de Nike et des compagnies de chaussures permettent de divulguer des informations fausses de façon extrêmement importante. Et on a ce défi de toujours continuer de les relever, puis de continuer d'être rigoureux, puis de mettre de l'avant quelque chose qui a de la valeur et qui a été construit sur de la science plutôt que sur un marketing qui va passer. Ça dure 2-3 ans, ça disparaît, ça repart et c'est continu. Donc, quand on est dans les concepts de la Clinique du Coureur, en fin de compte, basés sur la science, c'est beaucoup plus stable. Ok, ça c'était ma première question. Et la deuxième, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui ont une intime conviction, tu vois, vraiment, enfin, ou un combat, je vais garder sur cette thématique de combat, entre guillemets, mais qui sont confrontés à un système autour d'eux qui, non, tais-toi, reste, comment dire, politiquement correct, fais pas ci, dis pas ça, voilà, et puis en fait, bah, tu mets de côté un petit peu ce que tu as à l'intérieur, quoi, ce que tu as dans les tripes. Donc, ce serait renier un petit peu ses convictions. Mais quand tu as 20 ans, 30 ans, quel conseil tu donnes, toi, le sage maintenant, à ces personnes qui, pour pas renier et qu'ils aillent au bout de leurs idées, quoi, finalement, dans un contexte complexe ou un contexte où il faut pas trop dire les choses, tu vois. Ouais. Alors, il faut faire la différence entre avoir la force de ses convictions, de les exposer, de les mettre de l'avant, et d'un autre côté, d'avoir un ego qui ne nous permet pas d'être à l'écoute de l'environnement et de l'écoute des autres arguments. Et ça, c'est pour moi super important. En fait, je reviens encore aux fondamentaux de la Clinique du Coureur. Une des choses qu'on a faites, c'est que comme on amenait des choses qui étaient contre-courant, on s'est exposé à l'ensemble de à l'ensemble des autres idées de façon ultra ouverte. C'est-à-dire, j'ai fait des débats aux États-Unis, en Suisse, partout. J'ai fait des débats publics avec bien évidemment des règles pour être sûr que le débat soit sain et bon. C'est-à-dire, il faut que ça soit filmé, il faut qu'il y ait des traces, il ne faut pas qu'on dise des bêtises. Et puis, j'ai fait des débats sur la chaussure, sur l'orthèse, sur plein de choses parce qu'on était à contre-courant, mais c'est par le débat entre scientifiques, entre penseurs, entre n'importe quoi, personne qui a des convictions, qu'on va faire évoluer les choses. Mais il faut avoir la conviction, la force de nos convictions. Il ne faut pas lâcher. Moi, le jeune qui a une super idée puis qui dit « je ne comprends pas comment ça se fait », ben, il faut qu'il persiste, il faut qu'il signe, il faut qu'il continue. Et puis, à travers tout ça, qu'il ait l'humilité d'écouter l'environnement pour s'assurer. Tu sais, il y a des choses que moi, j'ai amenées dans ma vie, en fin de compte, où je me suis réavisé avec de la nouvelle science, avec de la nouvelle expérience, avec le conseil des autres, avec plein de choses. Donc voilà. Mais il ne faut certainement pas que les noms de l'environnement qui nous disent non, c'est pas une bonne idée, nous briment dans le fait de vouloir avancer. Sinon, on va jamais innover, on va jamais évoluer, on va jamais faire émerger, en fin de compte, le meilleur de nous si on n'est pas capable d'avoir la force de ces convictions-là. Ok, très clair. J'aime beaucoup ce que tu nous apportes sur cette notion de contre-courant. Et puis j'ai bien aimé le mot de débattre, mais tu sais, débattre avec clairvoyance, avec objectivité, et puis pas avoir peur de ses convictions, et puis d'écouter, de se remettre en question. Est-ce que toi, sur ces 15 dernières années, tu avais une conviction forte il y a un certain temps, et tu dis merde, je me suis un peu planté en fait, et tu as l'humilité de nous dire là, tu vois, gentiment, là c'était entre guillemets une connerie de ma part, j'y ai cru et je me suis planté. Tu as quelque chose qui te vient à l'esprit, alors ça peut être dans ta pratique de physio ou entrepreneurial ou ce que tu veux d'ailleurs. En fait, moi, j'ai été formé dans une université rigoureuse, l'Université Laval, mais qui m'a enseigné des choses qui étaient fondées sur une science un peu fragile. Donc, j'ai fait plein de choses dans ma pratique et je pourrais vous dire comment je traitais, par exemple, une épicondylite d'un joueur de tennis. Okay? Pour rester dans du très concret, au début de ma pratique, on mettait de la glace, on donnait des anti-inflammatoires, on faisait du massage, on faisait des frictions transverses, on avait un brassard épicondylien. On disait à la personne de se reposer jusqu'à ce qu'elle aille mieux pour après ça reprendre le tennis, mais sans nécessairement bien la guider. Je ne fais plus rien de tout ça actuellement. Plus rien. C'est-à-dire que ma pratique a complètement été
transformé à travers les années. Et maintenant, je vais enseigner la quantification du stress mécanique, un stresseur qui est un exercice pour amener des adaptations tissulaires. On évite et la glace, et les anti-inflammatoires, et les infiltrations de cortisone. On porte un bracelet répicondylien de façon très ponctuelle, spontanée, très rarement. Donc, bien trié sur le volet. Ma pratique a complètement changé. Donc, des choses aberrantes, j'en ai fait plein dans ma vie. J'ai fait plein de choses que je ne fais plus. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est avoir l'ouverture de changer sa pratique, même si on a des convictions. En fait, moi, j'ai réalisé à travers les années qu'il y a des choses que je pratique, que je fais, qui ne sont pas cohérentes et qui ne sont pas basées sur des convictions fortes. C'est-à-dire que je fais des choses parce qu'on m'a enseigné à faire des choses. Et il y a beaucoup de gens, leur vie est comme ça. Bon, la crise de la quarantaine n'arrive pas pour rien. En fait, tu réalises à un moment donné que tu n'es pas dans ta vie, que tu n'es pas dans ton monde, que tu n'es pas dans ton vrai toi. Puis là, tu dis donc. Moi, j'ai plein de collègues, des amis, ils ont eu une vraie crise de quarantaine parce qu'ils réalisent que leur vie, c'est pas ça qu'ils voulaient. Et moi, j'ai eu la chance depuis très jeune d'avoir justement tellement de liberté que ma vie, je l'ai choisie. Et je l'ai choisie année après année. Année après année, je fais mon X, c'est-à-dire c'est quoi que je veux faire, que j'aime faire et que je suis bon à faire. Et je me redéfinis à chaque année. Alors ça, on va en parler parce que c'est une pratique de pas mal d'entrepreneurs, mais tout le monde ne le fait pas forcément. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, faire son X. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment tu fais ta pratique à toi, et parce que ça nous amène sur la notion d'adaptabilité, parce que le monde évolue tellement. Il y a des gens on peut être rigide hein, et finalement se consoler, rester sur ses acquis, et c'est une façon d'être. Si on l'assume et tout va très bien comme ça se discute pas. Mais toi, il y a vraiment cette notion de pouvoir s'adapter. Alors, comment ça se pratique, cette pratique de faire son X? Pour toi, individuellement déjà, peut-être après. Et après, on va parler de l'entreprise d'ailleurs. Oui, parce que vois-tu, le X, moi, je le fais à chaque année, mais je l'ai amené à la clinique du coureur, puis après ça, je l'ai amené à PCN. Et là, toute l'entreprise, les deux entreprises, PCN, c'est 240 employés. Beaucoup de personnes dans l'entreprise, en tout cas, tous ceux qui ont des postes de leadership vont faire leur X. Toute l'équipe de coordination, gestion, et puis tous les leaders, les actionnaires. Et c'est la même chose à la clinique du coureur. On fait tous notre X pour pouvoir se situer, en fin de compte, dans l'organisation à travers les autres. Mais le X, en fin de compte, c'est d'abord et avant tout très personnel. Dans quoi je suis bon et qu'est-ce que j'aime faire. Et il faudrait, alors ça, c'est des règles que moi, je me suis établi pour moi-même. Après, chacun met ses règles. Mais moi, il faut que 60% de ma journée, de ma semaine, soit sur mon X. C'est-à-dire des choses où je suis bon et j'aime ça. Tu fais comment tu fais une sorte d'abscisse d'ordonnée? Oui, exactement. Tu mets avec un plus et un moins, et du coup, tu vois dans la case des de plus ce qui. D'accord, ok, tout simplement. Exact. Donc on peut imaginer pour ceux qui nous écoutent. J'ai toute une liste de choses que je fais dans ma semaine et je les installe sur cette fameuse courbe X et Y. Et en fin de compte, où est-ce que ça se situe? Donc, il y a des choses qui sont très haut dans le cadran, en haut à droite. Et là, c'est vraiment je suis bon et j'aime. Et ça devrait représenter 60% de mon temps, de ma journée. Et il y a des choses qui vont être dans le je suis bon, mais j'aime pas ça. Donc là, c'est en bas du cadran à droite. Et je suis bon et j'aime pas ça. Je me garde maximum 10-20% de mon temps à faire ça. Et c'est principalement pour aider mes collègues, aider l'organisation, aider l'entreprise en fin de compte, parce que je sais que je suis bon à le faire, mais j'aime pas tellement ça. Puis bien évidemment, à un moment donné, peut-être que j'aimerais ça pouvoir déléguer une partie de ces choses-là si quelqu'un arrive à développer une certaine expertise ou des qualités pour prendre cette partie du travail. Il y a des choses aussi qui sont en haut à gauche. Donc là, je suis bon, mais non, en fin de compte, j'aime ça, mais je suis pas bon. Exemple, j'adore, je sais pas moi, faire de la photo, faire des trucs, puis je suis pas très bon, mais c'est quelque chose qui m'anime. Pourquoi ne pas passer un peu de son temps pour pratiquer cette chose-là que tu aimes et peut-être tranquillement la mettre dans ton X, c'est-à-dire de développer des compétences, de te former pour qu'ils deviennent... Et après ça, il y a toujours la partie en bas à gauche qui est le « je suis pas bon et j'aime pas ça ». Et malheureusement, il y en a dans leur vie, il y a 6 heures sur 8 de travail où ils sont dans cette catégorie-là. Et moi, j'arriverai pas. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'ai décidé d'être sur mon X et d'enlever l'ensemble des choses sur lesquelles je ne suis pas bon et j'aime pas ça. Et là, dans une entreprise, ça veut dire qu'à chaque année, tu mets ça dans le milieu de la table pour dire qui veut le faire parce que moi, je n'ai plus envie de faire ça. Je ne suis pas bon à faire ça.
Et peut-être que quelqu'un, ça va être son X, et quelqu'un va vouloir le tenter, et quelqu'un va dire, ben moi, j'ai envie de prendre cette charge de travail-là. Et on a fait ça à la Clinique du coureur dans son développement. Alors, c'est facile quand tu engages des personnes à chaque année parce que tu te développes. Et là, tu peux engager des personnes pour répondre à la personne, à tous les noms X de chacun des individus pour qu'ils prennent une part de travail qui combine, en fin de compte, l'ensemble de ce que les gens n'ont pas envie de faire dans l'organisation. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, ils peuvent. On n'a pas la matrice, mais en fait, prenez un temps pour visualiser ce que vient de nous partager Blaise avec cette fameuse matrice, matrice, pardon. Et donc dans le X, on a la croisée du plus et du plus. Tu mets 60%. Tu nous as dit j'aime pas, mais je suis plus bon là-dedans. J'ai à peu près 10-20%. J'adore, mais je suis pas très doué pour ça. Tu mets à peu près combien, toi, à titre perso, là-dedans? Je me garde des fois, j'en ai pas, hein, mais des fois, j'aime ça avoir un petit 10% quand même de choses. Bon, je suis pas bon, mais j'ai envie de me développer, j'ai envie de. Ouais. Je fais un dessin, je suis nul en dessin, c'est moche, mais ça m'a fait plaisir, quoi. Ou une peinture, voilà. Je suis nul en peinture, mais j'en ai fait et ça m'a fait plaisir. Ouais. Et dans l'inverse, l'opposé du X, tu vois, t'as zéro ou... Ben, le but, c'est d'avoir zéro. Et c'est pas intéressant dans une vie de faire des choses que t'es pas bon puis que t'aimes pas. Après, malheureusement, ben, des fois, ben, il y a, tu sais, moi, faire la vaisselle, je peux pas dire que c'est sur mon X, mais bon, il faut quand même faire la vaisselle, tu vois. Donc, il y a quand même 2-3 petites choses, des fois, qu'on va faire qui sont de l'opérationnel, qui sont des choses... ça passe, plaisir. Mais si tu arrives à définir ton X à chaque année, et à dire comment je peux faire pour avoir plus de choses qui me passionnent et qui m'allument et sur lesquelles je vais être beaucoup plus efficace parce que j'aime ça et je suis bon, ben clairement, pour moi, c'est un exercice d'introspection d'abord, mais aussi après ça qu'on met sur papier ou sur écran et qu'on partage avec nos collègues pour qu'eux connaissent aussi notre X. Et là, dans l'ensemble des collaborateurs avec lesquels je travaille, ils connaissent mon X. Et ils peuvent savoir, en fin de compte, que moi, mon X, il est dans la créativité, il est dans des choses où je vais, et non pas dans de l'opérationnel. Alors, par exemple, l'année passée, j'ai tout délégué à mon collègue Yves, tout ce qui est légal, fiscal, toutes les choses que moi, j'aime pas tellement, je suis pas tellement bon. Donc, j'ai délégué, en fin de compte, ces choses-là, et bien, lui, il se retrouve sur son X et tout le monde est content. Et comme entrepreneur, il y a une autre petite chose qui est intéressante, c'est qu'on peut rajouter un troisième axe, si on veut. Et ce troisième axe, en fin de compte, c'est la création de valeur pour l'organisation. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je fais? Et là, c'est plus mon X personnel, hein, c'est mon X qui mélange le perso, mais avec l'entrepreneuriat et l'entreprise, en fin de compte, c'est est-ce que j'ai de la création de valeur à quelque chose où je vais aider mon organisation, en fin de compte, à prospérer, à se développer et ainsi de suite. Donc, moi, je sais qu'au niveau entrepreneurial, j'ai des qualités par rapport à l'ensemble de mon groupe où je vais pouvoir contribuer, par exemple, sur l'intégration d'une culture affranchie, je vais pouvoir contribuer à l'ensemble du groupe avec ce troisième axe. Alors, on va venir à ces organisations justement entrepreneuriales, mais avant d'y venir, pour rester un petit peu sur toi encore, est-ce que ton X à toi, alors la réponse sans doute oui, mais a évolué et est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment ça a évolué, pourquoi ça a évolué et qu'est-ce qui se passe un peu tu as 50 ans, tu as du recul là-dessus et puis en plus comme dans ta culture, tu as une certaine facilité à exprimer les choses. Les gens, c'est compliqué de dire des choses. Si je dis ça, je vais être jugé par ma femme, par mes enfants, par qui c'est. Toi, on sent que c'est tellement très aligné. Donc, on sait qu'avec toi, globalement, c'est presque un livre ouvert. Tu vas nous dire les choses comme tu les dirais à n'importe qui. Alors, pour le coup, est-ce qu'il y a eu des grands changements dans ta vie? Et comment tu t'es réorganisé, toi, par rapport à ça? Alors, les changements, ils ont été beaucoup sur mon X. Mon X évolue à chaque année, hein, clairement. Mais les grosses pièces de changement, c'est quand j'ai commencé à avoir des rôles un petit peu plus d'entrepreneur, gestion et gestion d'humain, parce que là, tu développes la clinique du coureur, mais au début, tu es tout seul. Et puis, ta femme qui est enseignante, elle dit, ben, après notre premier enfant, ben, si tu veux, je vais t'aider. Et puis, finalement, elle prend tellement de place que finalement, ben, elle travaille à temps plein et puis t'es deux. Et là, tu engages une 3, une 4, une 5, une 6, une 7, une 10e personne, une 12e personne. Tu développes des marchés et là, tu réalises que finalement, tu gères des humains un petit peu. C'est-à-dire, quand je dis gérer, j'aime pas tellement ça parce que l'entreprise affranchie, justement, c'est qu'il y a de l'autogestion, il y a de l'autogouvernance.
mais il reste quand même que c'est des contacts. Le succès d'une entreprise, c'est les contacts entre les humains. C'est eux qui la construisent, l'entreprise. Et là, mes rôles qui étaient je suis physiothérapeute à temps plein. Après ça, j'ai partagé, j'enseigne les bonnes pratiques, je fais de l'enseignement et je fais de la physiothérapie terrain. C'est mélangé avec une troisième sphère qui est la sphère entrepreneuriale où là, il faut que je développe des compétences en finance, en tous les aspects légaux, fiscaux, etc. Et puis après ça, plus tard encore, l'équipe grossit et là, comment on peut travailler harmonieusement les humains ensemble. Et là, j'ai des rôles beaucoup plus avec la culture de l'organisation, etc. Donc, mon X, il a complètement évolué. Il y a des choses qui sont restées là comme clinicien. J'aime toujours ça, mais j'en fais une journée par semaine. Parce que j'ai plein de chapeaux, plein d'autres choses. Ouais, tu sais, donc il y a souvent dans l'entreprise, on fait évoluer des super commerciaux en tant que manager, et puis en fait, c'est triste pour eux parce que finalement, ils le font parce que c'est une évolution, mais en fait, ils s'étaient bien mieux dans leurs compétences, si on peut rester sur ton X d'ailleurs, à être dans la relation commerciale, et après avoir une posture management, leadership, tout le monde n'est pas fait pour ça, n'a pas forcément envie, mais c'est une évolution. Et toi, quand tu as fait entre guillemets, ce gap, où du coup, c'est toi qui incarne l'entreprise, tu es le leader, c'est quelque chose qui t'a plu, tu t'es senti bien là-dedans, ou tu t'es dit, oula, je me sentais quand même mieux dans mes compétences d'avant. Non, c'est une évolution pour toi qui s'est fait naturellement? Quand même, parce qu'il faut dire que, c'est quand je dis grandir en innovant, en fin de compte, j'aime beaucoup la résolution de problématiques. Donc, devenir entrepreneur, comme la physiothérapie qui est de régler les problématiques de patients, devenir entrepreneur, c'est la même chose, hein? Tu règles des problématiques continuellement, c'est-à-dire trouver des solutions à des problématiques d'humains, de prospérité, des problématiques de toutes sortes. Et j'avoue que je me suis quand même bien retrouvé là-dedans. Et quand tu as des entreprises qui... tu as des humains heureux, tu as des entreprises, en fin de compte, qui évoluent bien, avec des gens qui sont mobilisés, avoir un certain leadership à travers tout ça, c'est quand même nourrissant. On se nourrit quand même des autres. Comme physiothérapeute, c'est très valorisant d'avoir un patient qui est capable de recommencer à courir, qui t'écrit pour dire « j'ai fait mon marathon, j'ai fait mon meilleur chrono, j'ai plus mal au tendon, j'arrive à faire telle activité ». Mais c'est la même chose comme entrepreneur. Quand tu travailles avec des gens, d'avoir des gens qui sont heureux et mobilisés de venir travailler, puis de travailler pour la clinique du coureur. Quand dans un moment de pénurie de main-d'œuvre, il y a plein de gens qui lèvent la main pour dire « moi, j'aimerais bien venir travailler à la clinique du coureur », c'est quand même valorisant aussi. Donc, je me suis assez bien retrouvé là-dedans. Après, il y a quand même des choses, quand je te parlais de 10 à 20% en bas à droite sur j'aide l'entreprise, mais parce que je suis bon, mais j'aime pas tellement ça, il y a quand même plusieurs choses dans le développement qui sont allées des fois un peu vite et qui, présentement, me prennent de l'énergie que je n'aurais pas envie de laisser dans cette catégorie-là. Et c'est entre autres la gestion des humains, entre autres la gestion de... pour parler franchement, la France, encore une fois, a un petit peu de la difficulté avec ce concept d'entreprise affranchie et il y a eu beaucoup, beaucoup de travail pour essayer de l'intégrer avec l'équipe française. Et ça prend de l'énergie. C'est pas nécessairement directement mon X, mais c'était difficile de s'en départir. Alors donc, tiens d'ailleurs, petite question provoque. Est-ce que finalement, cette écologie, cet écosystème d'entreprise affranchi te dédouane quelque part de ton rôle de manager, quoi, parce que le manager, c'est celui qui va quand même orchestrer, qui va mettre du jus auprès de ses collaborateurs, qui doit structurer, qui doit accompagner, voire même qui doit cadrer des fois, parce que tu sais, dans des systèmes très classiques. Et puis, il faut dire ce qu'il y a en France quand même, pour avoir vécu l'entreprise libérée, c'est le concept. Moi, j'ai complètement libéré l'entreprise en 2014. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de collaborateurs qui n'étaient pas prêts pour ça. Dans l'idée, oui, waouh, trop bien. Et finalement, dans l'exécution, tu te rends compte que les gens sont un peu perdus et ils ont besoin d'avoir toujours ces repères. Tu vois, c'est une perte de repères d'un coup. Donc ça, un enseignement peut-être, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain déjà d'une. Mais de deux, alors la question que je te posais par provoque, mais c'est en gros, j'ai pas envie de prendre la posture du patron qui sait tout, qui fait tout, etc. Faites ce que vous avez envie de faire et puis ça marchera bien comme ça. Alors c'est pas ça, on est bien d'accord, hein, c'est pas ça une entreprise affranchie. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer toi ta vision de l'entreprise affranchie et ton rôle là-dedans, parce que tu restes quand même le patron de cette entreprise? Tu sais,
je dis souvent à toute mon équipe, il n'y a personne qui est essentiel dans l'organisation. On est tous très importants, mais personne n'est essentiel. Et moi, comme leader fondateur de l'organisation, je travaille fort pour ne pas être essentiel. Je veux pouvoir partir pendant un mois de temps sans me soucier que l'organisation va cracher parce que je ne suis pas là. Donc, pour moi, ça fait partie aussi de... Fait que, tu sais, à ta première question, est-ce que d'affranchir l'entreprise, ça nous libère, ça nous enlève un fardeau, ça nous enlève du travail? Alors, j'aurais envie de te dire, dans l'idéal, sur papier, oui, parce que les gens prennent leurs responsabilités, parce qu'il n'y a plus de patron, mais tout le monde est patron. En fait, l'entreprise affranchie, c'est pas qu'il n'y a pas de patron, c'est que tout le monde a le pouvoir de prendre des décisions dans la mesure où il y a certaines règles. Mais ce que je constate, parce que moi, de façon organique, on a structuré la clinique du coureur de façon affranchie et on a transformé une entreprise traditionnelle avec un CA, un président, une hiérarchie structurelle de décision qui est PCN en une entreprise affranchie avec 240 employés. Et là, c'était un petit peu différent quand même parce que là, il y a un apprentissage, il y a plein de petites choses. Et ça a quand même très bien fonctionné, mais c'était quand même un petit peu plus complexe. Je te dirais que là, on est à l'année 3, en fin de compte, de cet affranchissement. Et là, on sent que ça vit plus rondement. Mais il y a eu une grosse transition, en fin de compte, quand même complexe. Le COVID nous a aidés à accélérer ce processus-là. Ça a été même quelque chose de salutaire, je dirais, pour l'organisation PCN, de vivre la COVID dans cette transformation de culture. Moi, ça faisait longtemps que j'essayais de l'amener, puis que c'était quand même compliqué parce qu'on avait un CA décisionnel résistant, on va dire. Mais bon, ça, c'est fait. Donc, voilà. Donc, il y a... à ta question, en fin de compte, c'est quoi l'entreprise affranchie? Je dirais c'est une entreprise qui a affranchi des normes entrepreneuriales, d'abord. C'est pas qu'il n'y a pas de boss, pas de patron, c'est qu'on est tous capables de prendre des décisions, donc on est tous un peu des boss. Et c'est de mettre l'humain au centre de l'organisation. Et là, je pense entre autres à utiliser pleinement l'intelligence collective, être transparent, dont sur nos chiffres, entre autres. C'est avoir une raison d'être évolutive, donc être construite par le collectif, donc se permettre en fin de compte d'évoluer comme organisation. C'est de prendre des décisions consultatives et par consentement. On a vraiment des processus très structurés là-dessus pour bien prendre les décisions. Et c'est se faire guider par le bien commun. Le bien commun qui est le client satisfait, l'employé heureux et l'entreprise pérenne qui sont vraiment nos guides phares. C'est-à-dire que si je veux prendre une décision pour l'organisation, j'ai des règles et je me fais guider par le bien commun. Si je prends une décision, c'est parce qu'elle est bonne pour le bien commun. Client satisfait, collaborateur heureux et entreprise pérenne. Quand on parle de pérennité de l'organisation, c'est sa vie dans le temps, mais c'est donc aussi sa profitabilité, son chiffre d'affaires et différentes autres choses. Et je vais être obligé, si je veux prendre ma décision, de consulter et les concernés et les experts pour, après ça, prendre la décision la plus éclairée possible. Et si jamais la décision implique beaucoup de gens, qu'elle est lourde à porter personnellement, je peux l'amener en consentement au collectif. Donc là, il y a à PCN, par exemple, on a des cellules qui sont plusieurs personnes. On a la cellule des 18 où il y a tous les leaders de chacune des cliniques qui se réunissent et qui font tout ce qui est coordination. Et on prend des décisions d'affaires qui sont importantes par consentement. Et le consentement, ce n'est pas le consensus, c'est vraiment différent. Le consentement, c'est que j'amène ma proposition. On soulève l'ensemble de toutes les zones d'ombre. L'ensemble du collectif va faire émerger les zones d'ombre pour faire évoluer mon libellé de proposition. Donc, peut-être que ce que j'ai amené, ce n'était pas parfait, donc on va l'affiner, on va dire. On va le rendre un petit peu mieux. Et à partir de ça, à la fin, on vote. Mais le vote, ce n'est pas oui ou non. C'est je suis d'accord avec la proposition collective qui a été construite par le collectif et ou sinon, je peux vivre avec la proposition. Donc, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle que je préfère, ce n'est pas celle que j'aurais voté pour, mais je peux vivre avec parce qu'elle vient du collectif. Ou je peux avoir une objection, et si j'ai une objection, à partir de ce moment-là, il faut que ça soit parce que, non pas parce que individuellement ça m'embête, c'est parce que j'aurais choisi, mais parce que ça amène un recul pour l'organisation. Donc là, je viens de te synthétiser un peu comment on fonctionne en entreprise affranchie, mais il y a des règles internes, il y a une structure, il y a une manière de faire. Et dans ta question, comment on fait la transformation, et en fin de compte, c'est de s'assurer que tout le monde achète ces règles-là, c'est-à-dire soit d'accord avec et dire, bon, on prend maintenant nos décisions de telle et telle manière,
Et c'est sûr que dans l'entreprise, des fois, il y a une certaine résistance. Et puis, des fois, ben, les gens n'intègrent pas les processus et créent de l'inconfort autour d'eux et ainsi de suite. Puis, ça fait partie de la game. Ah, oui, tu acceptes l'idée aussi qu'il y a de la résistance et qu'il faudra avoir un petit peu de temps. Et... Exactement. Et l'autre chose aussi, c'est que les plus belles théories, si elles ne sont pas vécues, ben, sont pas intégrées. Donc, à PCN, on réalise très bien que de transformer l'organisation, le temps que ça nous a pris, en fin de compte, c'est pour l'intégrer, c'est pour le vivre. À chaque année, on engage 20 nouveaux physios. Ben, à chaque année, on les forme dès la semaine, dès le premier mois, en fin de compte, ils sont formés à la nouvelle culture de l'organisation. Il faut qu'ils sachent, puis même avant d'être engagés, il faut qu'ils sachent, en fin de compte, dans quoi ils vont, qu'est-ce qu'ils vont intégrer. Et la culture, on dit en entrepreneuriat que la culture mange de la stratégie pour le petit déjeuner. Le plus important dans une organisation, c'est ta culture. C'est comment tu t'organises à l'intérieur, en fin de compte, comment tu vis, c'est quoi ta motivation intrinsèque comme organisation. Il y a deux choses qui m'interpellent quand je t'écoute. La première, c'est que ça devient une évidence depuis le temps que tu vis cette organisation et que toi aussi, c'est fondamental en toi. On a bien compris que cette liberté, cette envie d'expression et que chacun puisse s'exprimer, elle vient depuis ta plus tendre enfance. Donc c'est une évidence quand on t'écoute pour toi. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que ça... T'as quand même pas mal cogité, hein, puis comme t'es un chercheur aussi, ça mouline vite, on sent que ça mouline vite quand même. Hein. Moi, tu me perds un peu en cours de route et je pense que tu perds des gens que quand et là, je te taquine là-dessus. Mais comment tu fais justement pour accepter que les gens vont pas aussi vite que toi parce que voilà, c'est pas une question de QI, c'est juste toi que tu muscles ton cerveau à des organisations, des schémas de pensée, de l'agilité, tu es extrêmement pâte à modeler, je vais me permettre, hein, dans ton mode de raisonnement, et ça te met une grande souplesse là où d'autres personnes, et j'en fais sur d'autres parties, hein, quand tu m'expliques les choses, mettent un peu de résistance ou cherchent des repères, cherchent des codes, etc. Et on suit pas tout du coup. Alors du coup, la première question, c'est comment tu fais pour accepter que d'autres vont peut-être pas aller aussi vite, premièrement. Et la deuxième, c'est, parce que je crois que tu notes toutes mes questions, je trouve ça génial, tu perds rien au passage. Donc la deuxième, c'est, tu en parlais à l'instant, mais un nouveau collaborateur veut intégrer, on va dire, la clinique du coureur par exemple, tu le mets en garde sur 3 points par rapport à ces organisations, ce serait quoi les 3 points de vigilance que tu lui mettrais? Alors première question, et puis deuxième, dans l'ordre que tu veux. Alors, les points de vigilance, quand quelqu'un qui veut travailler chez nous, il commence par faire son X. Ça commence par ça, en fin de compte, c'est qu'est-ce que tu aimes, dans quoi tu es bon, et si tu intègres notre organisation, qu'est-ce que tu vas faire? La deuxième chose, c'est t'imprégner des processus. En fin de compte, comment on prend une décision, on regarde les biens communs, la communication avec les autres, il faut connaître les processus pour que le fonctionnement interne de l'organisation soit bien. Et après ça, il faut que tu te teintes pleinement de notre ADN. On a créé le manifeste du bonheur. Donc, c'est 10 points clés, très structurés encore une fois. Michael Preti qui nous a pondu quelque chose de magique. On a gagné d'ailleurs des prix en innovation managériale au Québec avec ce manifeste du bonheur. On a un énoncé de satisfaction. Donc, si tu es un enseignant de la clinique du coureur, il faut que tu connaisses l'énoncé de satisfaction de façon très claire. Donc, il y a ces choses-là préalables. Et après ça, on plonge, on travaille, on se met dans le bain. Et puis, collectivement, on a le droit de se planter, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se corriger. Ce qu'on n'a pas le droit, en fin de compte, c'est de refuser le collectif, le changement, mais on a le droit de faire des erreurs. On est dans une culture, en fin de compte, si on veut une culture d'innovation où on se permet de continuer d'évoluer, il faut qu'on ait le droit de se tromper. Si on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de faire d'erreurs, clairement, on inhibe plein de processus essentiels à faire mieux. Ouais, j'entends même que c'est presque un devoir, quoi. Il faut que tu te plantes. En fait, non, mais oui, en fait, il faut qu'on calcule, encore une fois, il y a une citation entrepreneuriale qui dit « Fail fast, fail often, fail forward ». Tu tombes souvent, de pas trop haut, et vers l'avant. De cette manière-là, en fin de compte, tu continues d'avancer, toi. Et le truc, c'est que moi, je pense que c'est essentiel de pouvoir rajuster le tir très fréquemment parce que, hop, là, on s'est un peu égaré, OK, on va revenir.
Et l'ensemble de l'équipe, en fin de compte, a cette vision-là, en fin de compte, tu sais, on fait des erreurs, on prend des mauvaises décisions des fois, mais on réajuste et on essaie d'en prendre le moins possible. Bien évidemment, on ne fait pas exprès de prendre mais on est mieux d'être dans l'action puis dans le « on avance » que dans le « je ne prends pas de décision, on ne fait rien parce que j'ai peur de faire une erreur ». C'est surtout ça le point clé. Donc voilà. Après, là, j'ai perdu ta première question. Moi, je l'ai toujours, moi. Non, mais je l'ai, puis en plus, tu y répondais déjà en partie parce que accepter l'échec ou l'erreur fait partie de ton acceptation, toi, à ce que les gens aillent, entre guillemets, moins vite en tant que... Moi, j'aime bien quand même te garder cette étiquette de patron parce que, alors, patron, tu traduis le leadership, celui qui incarne, qui porte le projet, etc. Et tu pourras dire ce que tu veux, Blaise, tu es quand même quelqu'un d'assez charismatique dans la manière d'exprimer les choses et forcément, tu incarnes tout ça. Donc, les gens viennent dans leur entreprise, ok, si c'est pas la tienne, d'accord, c'est une entreprise collaborative, on est d'accord là-dessus, mais c'est quand même toi qui l'as créée, c'est toi qui la porte. Les personnes se disent, merde, au bout d'un an, putain, quand même, le patron, il est high level, quoi, ça va trop vite pour moi. Comment tu confrontes, toi, ces problématiques-là de collaborateurs collaborateurs ou managers, qui ont du mal, quoi. Mais j'ai envie de te corriger sur une petite chose que tu as dite, mais qui est intéressante. Tu sais, à PCN, si on demande actuellement, c'est qui les leaders de PCN? C'est qui les... il n'y en a pas un. On est vraiment plusieurs. Hein. On est vraiment... il y a une fille qui portait le titre de directrice générale, qui est Annick Ritchie, qui, effectivement, est celle qui touche à peu près à tous les dossiers. Mais si on demande c'est qui... c'est qui les leaders forts de l'organisation, on va nommer plusieurs personnes parce qu'il y a plein de gens qui sont impliqués dans plein de choses et dans plein de... Et moi, j'ai mon expertise, mes forces, mais dans des choses très particulières. Et clairement, tout seul, je vais nulle part. En fait, je pourrais prendre des décisions puis l'idée l'organisation comme un patron et d'orienter les gens et je pense qu'on ne se tromperait pas trop. Je pense que 90% de mes décisions seraient les bonnes, peut-être même les meilleures. Mais clairement, quand tu utilises l'intelligence collective, tu upgrades à 95, 97%. Et puis, en fait, c'est surtout que si tout le monde est mobilisé pour prendre des décisions, ben, les gens sont mobilisés après ça pour porter les actions qui vont mener à l'action. Donc, c'est ça aussi qui est important. Et plus que ça, si tu vas à la clinique du coureur, on va dire Blaise, c'est le fondateur, c'est un leader fort. Effectivement, j'ai une influence sur l'environnement, mais il y a des choses sur lesquelles je suis complètement déconnecté. Que ce soit les coms, que ce soit les médias sociaux, que ce soit... Avant, au début, je faisais tout. Maintenant, je m'occupe de à peu près rien. On a vraiment des leaders forts qui ont des champs d'expertise. Et j'oserais même pas dire que je suis un chef d'orchestre. J'amène des choses dans les réunions. Et puis qui sont confrontés au filtre de l'ensemble des individus qui vont me confronter sur mes idées. Et ce que j'arrive à faire encore actuellement, c'est d'avoir des bonnes idées pour faire évoluer l'organisation. Et c'est ça qui me donne ce titre de leader. Mais le jour où j'ai plus des bonnes idées, j'ai rien de particulier par rapport à mes collègues. Donc, alors, comment tu fais pour répondre à ta question, parce que je n'ai toujours pas répondu à ta question, effectivement, on va tous à des vitesses différentes. Tu dis, ce que tu dis, des fois, c'est même un peu complexe. J'ai l'impression que tu es un peu dans ta tête et puis que finalement, tu viens de m'exposer plein de choses. Et puis, pour moi, c'est un peu étourdissant. La première chose qu'il faut réussir à faire, et on revient au storytelling, en fin de compte, c'est comment être capable de transmettre de l'information relativement dans un monde complexe, de l'information qui est simple à digérer pour ton environnement direct. Et c'est ce qu'on fait à la clinique du coureur. C'est prendre la complexité scientifique pour la vulgariser. Et comme leader d'organisation, je fais la même chose. C'est-à-dire que j'ai une vision de différentes choses qui peut être relativement complexe, mais après ça, comment, quand on se réunit en groupe, on arrive à faire des choses qui sont une vision qui est relativement simple autour de ça et une manière d'acquérir l'ensemble. Tu sais, comme moi, je coach les jeunes qui rentrent, par exemple, à PCN, parce qu'ils en rentrent plusieurs à chaque année. Transmettre la culture de l'organisation, il faut que ça soit ultra simple. Faire son X, c'est ultra simple. C'est ultra simple, c'est ultra pratique et ça éveille la personne à son intérêt
à ce qu'elle aime et elle va faire une introspection sur elle-même par rapport à ça. Elle a un travail à faire qui est elle-même. Et puis, il y en a que ça leur prend du temps, il y en a qui ont de la peine, et puis et on accepte ça aussi. Et après ça, quand on parle des processus, ben, on les intègre doucement. Et puis, il y en a que ça va leur prendre 6 réunions pour savoir comment on fait un consentement, tandis qu'il y en a d'autres, ça prend une réunion. Et il faut accepter, en fin de compte, qu'on va tous à des vitesses différentes. J'ai bien aimé cette notion de consentement différent du consensus. Ça, je pense, ça va marquer ça. Je vais m'en souvenir longtemps de celui-ci. Et comment tu te freines alors là, ok, pour la relation par rapport aux collaborateurs, enfin tout le staff, toute l'équipe, ça, j'entends bien tes réponses. Et toi, t'as plein d'idées, tu travailles un matin, tu es en train de courir, tu as des idées. Comment t'arrives, toi, à prioriser, à laisser de côté des choses en te disant, pour toi, hein, ce serait trop bien qu'on arrive à faire ça ou que j'arrive à faire ça, mais calmons-nous, Blaise, ça on verra dans 1 an, dans 2 ans. Est-ce que tu arrives à te canaliser, toi, par rapport à ça? Et là, pour le coup, la question est très intéressée parce que moi, j'y arrive pas à ça. Ouais. Alors, il y a 2 choses. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de ne pas avoir des idées que je ne mets pas en place ou que je mets de côté. Ce qui m'inquiète, c'est d'être dans le flux opérationnel qui m'enlève du temps à être créatif. Et le problème qu'il y a, c'est que comme je suis impliqué dans plein de dossiers de toutes sortes, avec des rendus, avec de l'opérationnel, il faut que je sois devant mon ordi, que je fasse telle et telle chose. Il y a des périodes dans l'année où je suis zéro créatif. Des périodes dans l'année où je ne fais que répondre à des courriels, à des problématiques, à des réglages de conflits, à des XY. Et à ce moment-là, ben, je suis plus créatif, je n'arrive plus à penser en dehors de la boîte, j'arrive plus à faire en fin de compte ce que j'aime en plus. Puis cette partie-là, clairement, m'éloigne de mon X en plus. Donc, moi, c'est ça ma crainte. Donc, ce que je dis souvent, quand tu fais ton X, il faut aussi que tu te gardes toujours du temps pour du rien du tout. Moi, je sais, par exemple, que ma créativité, elle va quand je fais du sport, quand je vais jogger, quand je reviens de mon jogging, j'ai un 30 minutes où là, je suis très créatif. Mon cerveau est bien vascularisé, j'ai plein d'idées, mon jogging me fait du bien, j'ai des cannabinoïdes, des endocannabinoïdes dans mon cerveau qui m'allument sur plein de choses, je suis créatif. Et à partir de ce moment-là, il faut que je profite de ces 30 minutes. Donc, c'est sûr que si, quand je reviens de mon 30 minutes, j'ai tout de suite quelque chose où il faut que je fasse de l'opérationnel encore et encore, je tue mon innovation à travers ça. Donc, j'ai des recettes où je sais qu'il y a des périodes où c'est peut-être plus difficile, mais où la majorité du temps, je me garde du temps pour de la créativité. Et ça m'inquiète beaucoup plus que de dire, ben, tu as trop d'idées, puis qu'est-ce que tu fais avec? Parce que j'en ai plein des idées, puis oui, j'en ai trop. Et il y en a que je partage avec mes collègues et qui meurent dans le partage parce qu'on me dit, ouais, pas trop sûr. Et puis moi, je ne suis pas convaincu, mais j'ai eu quand même cette idée, je l'ai partagée et je la laisse de côté. Et après ça, il y a plein d'idées, plein de choses qui attendent le bon timing, la bonne journée pour pouvoir émerger. Et ça, il y en a plein aussi. Il y a plein de choses. Mais encore une fois, et c'est tout le rôle aussi de leader d'organisation, s'il y en a qui sont dans des organisations qui sont entre l'affranchi et le traditionnel, et qui sont des leaders très forts de leur organisation et qui amènent la majorité des idées dans leur organisation, ben, il faut en fin de compte se libérer du temps. Tu sais, on voit des présidents d'entreprise qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est tous les autres qui font pour eux, toi. Mais finalement, c'est essentiel d'avoir ce temps de réflexion, ces temps d'analyse, où on prend de l'information de l'environnement, de l'environnement interne de l'organisation versus de l'environnement externe, des expertises qu'on partage. Si je fais partie de 2 groupes d'affaires, en fin de compte, où je suis avec des présidents d'entreprise et où on partage nos connaissances, on fait des CA, on fait plein de choses, ben, ça me nourrit et m'enrichit énormément. Et il faut prendre le temps pour faire ça si on veut être un créatif générateur d'idées pour l'organisation. Mettre du rien dans son planning par moment. Clairement. Ouais. Et ça, c'est pas facile. C'est une recette que j'avais lue dans des bouquins de productivité, c'est que tu te mets non, tu mets du rien. Ouais. Tu t'octroies des moments, même pas de sport, non, tu mets du rien. Ah bon, du rien, c'est possible. Ouais. C'est un peu contre-intuitif, ça, c'est la culture de toujours remplir, la productivité, le plus. Et ça marche
plutôt pas mal, ça j'aime bien ça en fait. C'est voilà, c'est un peu contre notre nature, le cerveau va toujours remplir, mais quelque part, si tu vas, c'est un peu une sorte de hacking, hein, tu hackes le cerveau quelque part en disant, attends, calmons-nous, calme-toi, la machine là-haut là, Yep. et tu mets du rien, quoi, du rien. Et puis regarde les fourmis, arrache les mauvaises herbes dans ton allée, c'est rien. Puis et c'est là que tu es créatif en général. Ouais. C'est Et dans ces dans la moments-là. recette de la créativité, il y a plein de Ouais. petits trucs, mais tu sais, moi, je sais par exemple que pour mon sport, il faut que je me garde des belles heures de la journée. Il faut que je sois Oui. exposé au soleil, il faut que j'aille Ouais. courir dans la nature, il faut que je profite du moment où il fait beau. Donc, j'ai la liberté, c'est ça qui est quand même cool. J'ai la Hmm. liberté de pouvoir planifier mon horaire. Tu sais, moi, je travaille dans mon ordi de 8h à 10h Hmm. le soir, mais pendant la Hmm. journée, j'ai un bloc où il faut que j'aille faire du sport. Et je profite justement de la lumière, de ce moment, le plus beau moment de la journée, de mon moment d'éveil interne aussi. C'est-à-dire Hmm. que moi, j'ai des moments où je suis plus éveillé que d'autres. Et voilà. Donc, il y a plein de petites recettes. Et après ça, dans la créativité, ben, si tu arrives à mélanger d'autres aspects créatifs, dessiner, de mélanger des formes de créativité, tu deviens plus créatif pour Hmm. d'autres choses créatives. Ouais, oui. C'est tellement évident quand on le dit comme ça. Après, oui, les gens vont pouvoir nous répondre, oui, mais tu sais, moi, dans mon agenda, dans mon planning, c'est compliqué parce que l'entreprise ou parce que ci ou parce que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, les cultures d'entreprise évoluent vers ça, pour trouver cet équilibre finalement entre le collectif, ce que tu as dit, hein, finalement, bah, on a des processus d'organisation, c'est le collectif, c'est ensemble, c'est notre entreprise, mais en même temps aussi, on a des processus individuels de créativité et de prise Ouais. de décision. Trouver cet équilibre entre les deux. J'ai beaucoup aimé aussi, alors j'aurai encore plein de questions, je ne vais pas les poser aujourd'hui, mais par contre, tu parles d'un manifeste du bonheur, tu parles de processus d'organisation. Si on veut en savoir plus sur la culture d'entreprise, qu'est-ce que tu nous donnerais comme référentiel? Alors les tiens, ou peut-être aussi extérieur, un ou deux livres ou des personnes à suivre, qu'est-ce que tu nous Ouais. partagerais? Alors, nous, on a tout mis ça sur un site web, hein, donc vous pouvez retrouver le manifeste du bonheur, l'ensemble de nos Hmm. outils. En fin de compte, on a aussi le soft skill fitting, on en a plusieurs, et c'est sur entrepriseaffranchie.com. Donc, vous pouvez trouver ça sur le web. Après, je pense que, tu sais, moi, je suis un consommateur de petits vidéos courts. Je lis pas beaucoup Hmm. de livres en tant que Hmm. tel, Hmm. mais Frédéric Laloux avec Hmm. réorganisation des entreprises est clairement un must si jamais vous êtes un entrepreneur. Ça va clairement vous amener à réfléchir. Pour moi, c'est vraiment une perle. Frédéric a fait plein de petites vidéos aussi sur le web que vous pouvez écouter qui éveillent à l'entreprise justement plus affranchie. Moi, ça a été un influenceur fort dans la manière de voir l'entrepreneuriat. Et puis après ça, il y a aussi Going Horizontal de Samantha Slade, qui est un petit livre tout simple, mais vraiment intéressant. Et c'est là que j'ai appris le consentement, entre autres. Des choses très pratiques, très intéressantes qui peuvent vous nourrir comme entrepreneur si vous gérez des humains et que vous êtes avec plein de gens, collaborateurs dans les projets que vous faites. Tu sais, Excellent. j'ai envie, Cyril, juste d'amener un petit truc que je trouve quand même intéressant. Tu sais, on me pose souvent la question, ouais, mais c'est quoi l'intérêt de l'entreprise affranchie versus traditionnelle? Et Ouais. puis, il y a quelques années, parce que ça fait pas si longtemps, quelques années que j'ai appris qu'il y avait 3 besoins psychologiques fondamentaux chez l'humain, Uh-huh. qui sont l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. Et Mhm. en fait, en gros, je veux être bon dans ce que je veux faire en étant connecté et supporté par d'autres personnes. Et c'est quand même intéressant parce que, en fait, ben, l'entreprise affranchie, pourquoi ça fonctionne? Ben, c'est parce qu'on travaille sur l'autonomie de chacun. Il y a Mhm. certaine autogouvernance quand tu n'as pas de patron, puis que tu arrives à décider ce qui est le mieux pour l'organisation, mais ce que toi, tu peux amener le mieux pour l'organisation. Sur le niveau de compétence, en fin de compte, ben, bien évidemment, tu n'es pas inhibé par un boss, un patron qui te dit exactement quoi faire. Et puis, dans la connexion et comment être supporté par les autres et avec les autres, clairement, moi, je pense que c'est une manière de se retrouver en équipe qui est, quand tu enlèves les liens hiérarchiques, en fin de compte, qui est très, très riche. Donc, moi, je pense simplement que l'entreprise affranchie répond à des besoins psychologiques fondamentaux. Et que Mhm. c'est la raison pour laquelle, quand on veut régler des problèmes sur une entreprise qui a une complexité de problématiques dans son organisation, ben de tendre vers l'affranchissement, vers des outils, vers des choses qui sont plus collectives, qui utilisent l'intelligence collective, ben, va tout simplement répondre aux besoins psychologiques fondamentaux de chacun des individus dans l'organisation. Mhm.
Je te remercie de nous éclairer sur ces trois piliers, ce triptyque qui permet à chacun de trouver son positionnement dans une structure, dans une organisation. Euh, Ça m'amène à une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect, qui a été mon président quand j'étais directeur général d'une grosse boîte. Il m'avait dit, vous savez, parce que je lui parlais de ce que tu es en train de me dire en fait. Je lui posais comme une sorte d'évidence le fait que l'entreprise affranchie, libérée, était une vérité absolue, tu vois. Et il me dit, Blanchard, vous savez qu'il y a deux façons d'avoir tort. Je te pose la question, du coup, Blaise, tu sais qu'il y a deux façons d'avoir tort. Et il me Non, vas-y, répond, j'ai hâte d'entendre. voilà, et je réponds comme toi. Et il me dit, celle de ne pas avoir raison. Là, je suis assez raccord sur sa réponse. Et puis après, il me dit, celle d'avoir raison trop tôt. Et là, tu Ah, c'est vois, bon ça. ça m'a vachement éclairé. Je me suis dit, il y a peut-être une notion de temporalité importante dans une sorte d'évidence, tu vois. Alors dit comme ça, bah oui, on sait que quand on amène une évidence au départ, tout le monde, une innovation, c'est une rupture. Au départ, tout le monde dit non, c'est n'importe quoi. Et puis finalement, bon, t'as peut-être deux trois éclairés qui vont tester le truc, et puis après, bah t'as le phénomène d'inertie qui prend avec quand t'as l'iPhone qui arrive, tu vois, au début, bon, quoique lui, c'était presque une évidence tout de suite dès le départ, mais et finalement, 2 3 4 5 ans, 6 ans après, tout le monde, tu regardes dans le rétroviseur et tu dis, bah en fait, ce qui nous amène là, oui, bah c'est juste normal en fait. Ouais, Et ça prend un peu de temps des fois. Et j'adore. j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'en fait, il m'a amené à réfléchir autrement et aussi à me dire, mais finalement, j'ai peut-être raison, mais ça me rassure. Mais en attendant, les gens sont pas prêts, quoi. Voilà. Et même moi, d'ailleurs, est-ce que je suis prêt aussi à assumer cette prise de décision, tu vois? Et ça nous ramène à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le processus décisionnel pour tous les collaborateurs de ton entreprise. Je pense que c'est une des clés, en fait, ça, parce que prendre des décisions, c'est lourd de conséquences et on n'aime pas se tromper. Surtout quand on a été éduqué dans un monde où tout doit être parfait, tu vois, et tout ce que je dois faire doit être parfait. Et la culture de l'échec en France, elle a encore, tu vois, c'est peut-être encore un peu, on n'est pas encore très très mûr, très mature par rapport à ce que toi tu nous amènes. Alors ça veut pas dire qu'on n'est pas prêt, mais il a fallu aussi un Covid, comme tu as dit tout à l'heure. Nous aussi, là, je pense qu'il a fallu un Covid pour que ces évidences n'en soient pas encore aujourd'hui, mais amènent à des gouvernances un peu différentes et puis à se Ouais, régir soi-même un peu différemment. ouais. C'est. Il y a quelque chose qui est intriguant pour moi, Cyril. Ouais. C'est quand tu prends Getz, par exemple, qui est un peu Isaac. la, Isaac, la personne clé de l'entreprise Mm. libérée, puis qu'après ça, Mm. tu prends Frédéric Laloux, qui est un peu Mm. qui a écrit ce livre, et on parle de personnes qui viennent de la France, qui sont françaises, et qui, en fin de compte, dans un milieu où on a beaucoup de peine avec ces concepts-là. Donc, moi, je trouve ça très intriguant parce C'est que vrai. toi, au Québec, on est beaucoup plus. On va libérer une panoplie d'entreprises, j'ai l'impression, dans les Mm. prochaines années, Mm. simplement parce qu'on est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. On parlait de pâte à modeler tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un peu québécois, ce processus-là aussi, d'être capable de s'adapter à l'environnement et Mm. de trouver aussi les meilleures manières de faire pour qu'il y ait une meilleure harmonie, etc. Et je sens que c'est beaucoup plus complexe en France, qu'on Mm. est Mm. beaucoup plus dans des relations d'employés-employeurs. On a Mm. un syndicat qui défend la cause des employés versus le patronat. Mm. On a une hiérarchie au niveau médical en France qui est énorme entre Mm. le kiné, le médecin spécialiste, le grand professeur. On n'a pas ça au Québec. Tu sais, Mm. moi, je suis invité dans des congrès où ben, je suis le seul qui n'est pas docteur, je suis le seul qui n'est pas PhD, puis parce que j'ai quelque chose de bien à dire et que j'ai une crédibilité dans ce que je dis parce que je lis la science, eh bien, on me fait une place pour pouvoir... donc, on a... Il y a quelque chose, en fin de compte, historique, probablement culturel en France, qui fait que c'est plus complexe. Mais pour autant, voilà, je salue au passage Jean-François Aubry parce quelqu'un que j'aime énormément, qui avait lancé l'entreprise Libérée dans les années 80 Ouais. et tu as parlé donc tout à l'heure de Isaac qui avait vu ce truc, ce phénomène-là, enfin cet épiphénomène et finalement cet épiphénomène deviendra peut-être ou pas, on ne sait pas, hein, un mode de gouvernance peut-être plus évident dans les années qui viennent. En tout cas, toi, tu nous as montré que ça fonctionnait bien chez toi. Pour
pour toi avec tes collaborateurs, que ce soit au sein de la clinique du coureur, mais aussi, et ça, tu vois, c'est une bonne nouvelle de savoir que dans PCN, qui est une structure beaucoup plus établie, voilà, ça évolue aussi vers ça. Heureux de l'entendre, Blaise. Si les sportifs ont envie de rentrer en contact avec toi ou pas que, des entrepreneurs, comment on peut te suivre, te solliciter, t'interpeller et continuer la discussion avec toi? Alors, on peut m'écrire à blaisedubois@lacliniqueducoureur.com. Alors, Euh, ça ne dérange pas de me le redire, comme ça je le mettrai oui, pour ceux qui alors, veulent. blaisedubois@lacliniqueducoureur.com. Alors, ça, Je c'est dois mon l'avoir, adresse donc courriel, ouais. mais elle Ouais. est publique, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, quand je parle avec des gens vraiment intéressés, puis surtout si on parle d'entrepreneuriat puis de leader d'organisation, Mm. je laisse volontiers mon numéro de téléphone parce que je suis de la vieille école puis j'aime parler aux gens, donc on se parle Ah. directement. Et puis après ça, il y a sur les médias sociaux le Blaise_Dubois, en fin de compte, sur Instagram, sur maintenant Thread, le nouveau, vous ne l'avez pas encore en Europe, mais c'est un peu comme le nouveau Twitter. En fait, je me suis fait pirater mon Twitter, j'ai perdu mes 10 000 amis followers et j'ai jamais réussi à le récupérer. Donc, Alors figure-toi qu'aujourd'hui, en France, ce qui s'est passé, qui est le Tour de France, tu vois, hier il y a eu un petit... Alors les gens qui vont écouter le podcast, ce sera au mois de septembre, tu vois, donc ce sera pas ouais, d'actualité, mais en fait Shred a fait parler de lui hier parce qu'en fait, tu sais, dans une montée, il y a une moto qui est tombée, alors c'était avec en plus dessus Thomas Voeckler, et donc ça a été relayé effectivement sur Thread. Et aujourd'hui, on entend parler de Thread, tu vois. Alors moi j'en avais entendu parler parce que dans le milieu de l'entrepreneuriat, on suit un ouais. petit peu tous ces nouveaux modes, ces canaux d'influence et de communication. Mais merci d'en parler parce que tu vois, alors la question se pose, c'est est-ce que d'ici quelques mois, ça deviendra ou pas Oui. un des gros... Oui, pour toi, oui. D'ailleurs, au Canada, c'est... Enfin, En fait, de l'autre ça va côté, au évoluer Québec. comme Twitter. Le problème, c'est que là, Ouais. il faut être sur Instagram, il faut être sur Ah, Facebook, il ah, faut être sur LinkedIn, il faut être ouais. sur Thread, il faut être sur Twitter. En fin de compte, c'est qu'on s'y perd complètement. Voilà, mais tu sais, moi, je partage de façon très Hmm, professionnelle certains trucs hmm. à travers ces médias sociaux-là. Et comme je disais tout à l'heure, on a besoin de prendre une certaine place si jamais on veut euh, Hmm, échanger, hmm, vendre hmm. son Ouais. produit, interpeller le consommateur à venir chercher notre produit par ces médias sociaux qui sont maintenant Ouais. un essentiel, malheureusement ou heureusement, dans Hmm, l'univers, en fin de compte, de la hmm. communication. On n'a comme pas trop le Ouais. choix. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas que les grandes marques, les fabricants qui ont la parole sur les réseaux parce qu'ils ont des moyens pour ça. Mais effectivement, des gens comme toi ont des prises de parole et j'espère que notre podcast aussi sert à ça, à pouvoir nourrir une autre vision aux personnes et qui se disent bah tiens, je peux finalement le poncif qui était posé par Nike ou peu importe quelle marque, finalement ça nous amène à réfléchir. Qui a raison, qui a tort, finalement, c'est ce que l'individu va pouvoir rechercher OK. comme information et se faire sa propre conviction par l'usage. Et puis après, faire preuve de discernement, tout simplement. Merci Ouais. Blaise, en tout cas, pour tout ce que tu nous as amené. Je suis ravi d'avoir partagé ton univers. Et écoute, je terminerai sur une touche un petit peu, pas négative, mais un peu de frustration. Tu sais qu'en France, on entend souvent dire la simplification, c'est la chienlit, il n'y a rien de plus compliqué. Et on a l'impression à t'écouter que la simplification, de l'autre côté de l'Atlantique, ça a l'air juste une évidence. Et donc voilà, la simplification, on le sait, mais on a du mal à mettre en place quand même parfois, tu vois. Et Ouais. ne serait-ce que C'est faire vrai. sur X, c'est simple en soi. Mais quand tu Ouais. dis à des personnes, faites votre X, j'ai une feuille blanche, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dessus? Et tu vois, Ouais. c'est assez interpellant ça. En tout cas, ça me donne une grande énergie. J'ai envie de faire mon X, tu vois. J'espère que nos éditeurs aussi auront envie de faire le leur et puis de se poser des questions par rapport à leur écologie personnelle et puis celle dans laquelle ils évoluent au niveau de leur entreprise ou plus globalement au niveau de la société pour faire bouger un petit peu les lignes. Et tu contribues à ça, donc merci Blaise pour ça. Merci beaucoup, Cyril, de m'avoir accueilli dans ce podcast. C'était très cool. C'était une belle discussion. Quand on s'est rencontrés à Chamonix, on a réalisé qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et quand je parle avec toi de tout ça, ça me remémore ce point-là.
Oui, oui. À part la coupe de cheveux qui nous différencie un peu, non, c'est vrai. Fondamentalement, la liberté, et je pense que ça interpellera beaucoup de gens qui sont sensibles à cette notion de liberté, d'aspiration personnelle. Bah là, je pense qu'ils auront quelques clés au travers de ce que tu nous as apporté, et je te remercie à nouveau pour ça, Blaise. À très bientôt à Chamonix ou ailleurs d'ailleurs. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'aussi tout le monde a noté qu'on pouvait te contacter, être en connexion avec toi sur les réseaux. Donc, chouette, profitons-en. Merci pour tout. Merci Cyril. Bonjour à ta blonde. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel invité. À bientôt.